Eh bien, bonjour à vous tous et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je me présente Yann Colombier, je suis le président de Praxis Associates, qui est une société monégasque d'études et de conseils sur les grandes transitions que portent nos sociétés. Nous visons à promouvoir une gouvernance qui soit au service du développement durable, de l'intégrité des biens et des personnes, mais aussi du bien commun. Et c'est pour cela que Praxis favorise un dialogue entre opérateurs de la société civile, dans le secteur privé, public, les institutions, les leaders, les experts, sur des sujets comme l'agroécologie, le digital, l'environnement, l'énergie. Et c'est dans ce cadre que nous avons lancé, il y a maintenant en septembre 2020, l'initiative Made in Africa, qui est une plateforme dédiée aux enjeux de l'Afrique et qui vise à promouvoir et encourager les expertises, les savoir-faire et l'innovation africaine. Nous sommes donc particulièrement heureux d'accueillir aujourd'hui cette conférence sur la responsabilité sociale des entreprises. C'est un sujet important, passionnant, fondamental pour le continent africain, car il permet de mobiliser des ressources et des expertises au service des enjeux sociétaux et des enjeux du gouvernement. Et nous sommes également particulièrement fiers de le faire en partenariat avec l'INATSI. Monsieur le directeur, monsieur Azuma, merci beaucoup pour votre collaboration et ainsi que celle de vos équipes sur ce sujet. Et bien, sans plus attendre, nous allons donc donner la parole à notre modératrice, le docteur Rani Didis Dakone. Donc, docteur, vous êtes économiste, vous êtes enseignante, chercheuse à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Vous êtes également secrétaire national de la lutte contre la vie chère au sein du ministère du Commerce et de l'Industrie. Vous êtes présidente de l'association Moussoba, qui est très investie sur le développement durable. Voilà, je crois que vous êtes la personne idéale pour modérer cette thématique aujourd'hui et nous sommes très heureux d'accueillir nos participants. Je crois que nous sommes plus de 100 aujourd'hui sur la plateforme. C'est formidable, le sujet est important, les intervenants sont très importants et je pense que les résultats de ces échanges seront d'autant plus fructueux et utiles pour la suite. Voilà, je vous souhaite une très belle conférence. Je vous remercie à tous pour votre participation et je me réjouis de vous écouter attentivement aujourd'hui. À très bientôt. Docteur, la parole est à vous. Merci beaucoup pour votre modération. Merci Yann. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui porte sur un sujet d'intérêt vraiment important pour nos économies, important pour nos sociétés, important pour le monde. Je suis enchantée donc d'endosser cette casquette de modératrice. Merci donc à l'INATSI, à Made in Africa. Alors, nous avons ce matin le plaisir d'écouter 5 experts intervenants, des praticiens de la responsabilité sociale des entreprises. Ce webinaire est donc co-organisé par l'INATSI également. Donc, on va laisser rapidement la parole à M. Ted Azuma qui va nous présenter l'INATSI. On a eu une petite présentation des Praxis, donc on va écouter l'INATSI et puis on va pouvoir commencer nos échanges. Ted? Bonjour, chers tous. Je suis Ted Azuma, directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire, qui est une association qui regroupe donc les administrateurs de Côte d'Ivoire. Et notre mission, c'est de professionnaliser le métier d'administrateur en donnant aux administrateurs ivoiriens des sessions de formation qui leur permettent d'améliorer leur pratique de gouvernance. Nous avons été créés en 2013 et nous sommes organisés sous la forme d'une assemblée générale, d'un conseil d'administration et d'une direction exécutive. Le conseil d'administration est dirigé par Mme Viviane Zounon-Kipré, qui est sénateur, et la direction exécutive est conduite par moi-même. Nos grands chantiers, c'est la formation que nous avons tenue à l'attention de tous les administrateurs des sociétés publiques. Donc, en 2019, nous avons formé près de 282 administrateurs des sociétés publiques. Et nous sommes là partis pour remettre le couvert avec l'État ivoirien pour faire la même chose. À côté, nous avons un programme de certification des administrateurs de sociétés de l'espace UEMOA. Et nous avons des partenariats importants comme celui que nous envisageons de signer avec Praxis Associates bientôt, qui nous donne donc une ouverture sur le monde et sur des nouvelles opportunités. Yann le disait tout à l'heure, la question de la transition, notamment écologique, est très importante et nous y consacrons un chapitre important au niveau de l'INATSI. Voilà. En tout cas, merci. Je suis heureux de participer à cette session et j'espère va donner de bons résultats et va ouvrir de belles perspectives pour la suite. Merci.
Merci beaucoup, Ted. Je n'en doute pas parce qu'on a vraiment ce matin une très, très, très belle brochette d'experts, d'experts du domaine, des praticiens qui ont une forte expérience. Donc, je suis convaincue que les échanges vont être très intéressants. D'ailleurs, je vais vous les présenter. Honneur à Madame Malika Youssefine. Madame Youssefine est directrice des ressources humaines, RSE et communication de l'AFAGE Holcim Maroc. Elle est diplômée en banque et finance ainsi qu'en ressources humaines. Elle possède une solide expérience professionnelle, a été tour à tour directrice commerciale, directrice des ressources humaines, de la communication au sein des grands groupes tels que Ciment du Maroc ou encore AXA Assurance. Elle a également été directrice générale adjointe d'AXA Assurance Maroc, en charge des ressources humaines et de la communication. Elle intègre la FAGE Ciment en 2013 en tant que directrice des ressources humaines et de la communication, membre du comité de direction. En juillet 2016, suite à la fusion de la FAGE Maroc et Holcim Maroc, elle est nommée directrice ressources humaines, RSE et communication de la FAGE Holcim Maroc, tout en ayant la responsabilité de la sûreté. Madame Youssefine est également vice-présidente de la commission entreprises responsables et citoyennes de la CGM, une casquette qui va nous intéresser un plus haut point lors des discussions parce qu'elle pourra nous parler de manière plus globale de la RSE au Maroc. Nous avons également l'honneur d'avoir Monsieur Kissami, qui est également du Maroc. Il est directeur développement durable et RSE du groupe Managem au Maroc. Monsieur Kissami est ingénieur statisticien. Il a travaillé aussi bien pour le secteur public, comme le ministère des Affaires sociales, le ministère de l'Éducation nationale, que pour des organisations internationales telles que l'USAID, l'UNESCO, la Banque islamique de développement, avant de rejoindre le secteur privé en 2013 en intégrant le groupe Managem. Il aura l'occasion de nous parler de ce groupe qui exerce dans le secteur minier. M. Kissami est membre de la commission entreprises responsables et citoyennes de la CGM. Nous avons également l'honneur d'avoir M. Thierry Ténier, qui est directeur d'Afrique RSE et coordinateur du réseau RSE ODD, donc Objectif de développement durable Afrique. M. Thierry Ténier est titulaire d'un master de conception des projets en économie et développement. Avec sa structure, M. Ténier développe des offres et des prestations pour accompagner les acteurs publics et privés dans la mise en œuvre de politiques d'économie durable. Il organise et anime des conférences et formations sur la croissance verte, la RSE en Afrique, en Europe, au Canada. Après la grave crise sanitaire que nous continuons de vivre malheureusement, il a lancé le projet Afrique demain, dont la RSE est un point central. Et nous avons donc M. Ted Azma qui vient de nous présenter l'INATI. M. Ted Azma donc, est directeur exécutif de l'Institut national des administrateurs de Côte d'Ivoire. Il est juriste bilingue. Il est titulaire d'un master en management de l'Université de Lille en France. Il a exercé aussi bien en entreprise qu'au sein d'organisations de la société civile. Nous aurons également comme autre intervenant, M. Diabaté, M. Moussa Ben Deka Diabaté, qui nous rejoindra en cours de route. M. Diabaté est directeur général fondateur de l'Institut de la responsabilité sociétale des entreprises au Mali. L'Institut RSE Mali a pour but d'aider les entreprises maliennes à renforcer leur compétitivité et assurer leur pérennité. Cet institut s'attribue un rôle de facilitateur et d'acteur en matière de responsabilité sociale des entreprises. Je vous avais bien dit que nous avions des très forts et très bons intervenants, de très haut niveau. Donc, vous voyez, rien qu'avec cette petite présentation, et encore, je vais essayer de faire le plus court possible, mais vraiment des personnes très au parfum du thème. Donc, je pense que les échanges vont être très intéressants. Juste pour vous rappeler un peu comment vont se dérouler les échanges, nous souhaitons que ce webinaire soit vraiment une discussion. Nous souhaitons que les échanges soient de manière conviviale, se passent de manière spontanée. Donc, il n'y aura pas comme on a l'habitude de voir où chacun va avoir 5 ou 10 minutes pour faire une présentation sur un thème donné.
nous allons directement rentrer dans des discussions, dans des échanges. Donc, les participants, sentez-vous à l'aise de participer. Il n'y aura pas des séances forcément, des questions-réponses ou d'échanges avec les intervenants. Les échanges vont être de manière tout le long du webinaire. Donc, à tout moment, vous pouvez demander la parole et donc, on vous la donnera avec grand plaisir. Nos échanges vont être ponctués autour de 3 grands thèmes que je vais vous présenter. C'est d'abord, on va essayer de définir les thèmes qui nous rassemblent, hein, la RSE. Qu'est-ce que la RSE? Chacun va pouvoir nous essayer de dépoussiérer un peu ce concept et en donnant des exemples les plus concrets possibles. Ensuite, nous essayerons de voir ensemble comment se traduit cette RSE, quelle forme elle peut prendre concrètement au sein des entreprises, selon les secteurs d'activité, selon les pays également. Ça va nous permettre aussi de voir comment est-ce qu'elle se traduit, par exemple, en période de crise, que nous connaissons, une crise sanitaire, mais de manière globale, comment est-ce que la RSE peut se traduire lorsque on traverse, que ce soit sa société, l'entreprise ou bien la société d'une manière globale à travers des crises. On va également essayer de voir quels sont les leviers pour impulser cette RSE. Et là, ça va être très intéressant parce que nous avons la chance d'avoir des intervenants de différents pays. On a le Maroc, on a le Mali, on a la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Et ça va nous permettre vraiment d'avoir une vision globale sur le continent africain de comment se présente donc, la RSE. Et enfin, nous allons terminer par le thème qui va essayer de voir quels sont les gains de la RSE, qu'est-ce qu'on peut gagner en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, en s'inscrire dans une démarche RSE. Quels sont les bénéfices potentiellement attendus. Et là encore, on aura les expériences, des partages d'expériences et des bonnes pratiques avec nos intervenants. Donc, je vais m'arrêter là. On va directement entrer dans une discussion parce que c'est ce qu'on souhaite, les échanges. Donc, je vais laisser la parole à nos intervenants. D'abord, je vous poserai une question. Donc, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que c'est que la RSE? Comment est-ce que ce concept, vous l'appréhendez au quotidien, dans les entreprises dans lesquelles soit que vous exercez ou les entreprises que vous accompagnez? Monsieur Azuma, Monsieur Téné, vous avez la parole. Je vous invite à commencer éventuellement. Qui veut commencer? Allez-y, Monsieur Téné, c'est parfait. Vous allez pouvoir nous donner une vision un peu globale donc, de la RSE. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir et honneur pour moi d'être invité à cette rencontre. J'apprécie d'ailleurs le niveau des autres intervenants qui est très, très élevé. Donc, merci beaucoup de ce privilège. Alors, pour la définition de la RSE, je vais fonctionner en 2 temps. Il y a un premier temps qui est aujourd'hui quand même une définition entre guillemets institutionnalisée hein, du côté de la norme ISO, de la norme ISO 26000, donc, qui va définir la responsabilité sociétale. Alors, la norme ISO, il faut rappeler qu'elle est en cours de révision, hein, soit suite à l'initiative française de l'AFNOR. Donc, on est en train de réviser cette norme donc, qui est entrée en vigueur il y a près de 10 ans. Là. Donc, selon la norme ISO 26000, dont la responsabilité sociétale d'une organisation, c'est la prise en compte par cette organisation de l'impact de ses actions et décisions, dont souvent on oublie le mot décision. Donc, c'est l'impact de la prise en compte de l'impact de ses actions et décisions sur l'environnement et la société, se traduisant par un comportement éthique et transparent. Donc, cette responsabilité sociétale doit contribuer au développement durable et à l'amélioration de la santé. La crise sanitaire nous rappelle très bien la question de la santé actuellement. Elle doit s'appuyer sur la réponse aux lois en vigueur et aux normes internationales de comportement. Elle doit s'appuyer également sur le dialogue avec les parties prenantes et la réponse à leurs attentes. Donc, parfois, on oublie trop parce que vous ne pouvez pas faire, par exemple, la RSE tout seul pour chaque question centrale de la RSE, je vais y revenir. Vous devez être dans un processus de dialogue avec les parties prenantes. Et le dernier point, qui est pour moi l'un des points où en Afrique,
on n'y fait pas trop attention, cette RSE doit être intégrée dans le business model, parce que dans un contexte africain où la RSE est encore ressortie malheureusement beaucoup trop comme la philanthropie. Et ça, c'est la définition d'un point de vue un peu théorique. Et d'un point de vue opérationnel, cette RSE va s'articuler autour de 7 questions centrales. La première, c'est la gouvernance, le processus de prise de décision. On va y revenir, qui est une question centrale, importante et transversale aux 6 autres. Donc, parce que la gouvernance, dans toutes les autres 6 questions centrales, on va vous questionner sur le processus de gouvernance que vous mettez en place pour la gestion déjà des droits de l'homme, qui est la deuxième question centrale. On a les relations et conditions de travail. On a la loyauté des pratiques, donc les questions de la corruption, de l'élargissement de la RSE à votre sphère d'influence. On a la question liée aux clients, consommateurs, qu'on oublie d'ailleurs généralement quand on parle RSE. Très peu de structures font référence à la partie client. Ensuite, il y a l'environnement au sens écologique. On a maintenant la question justement des communautés et du développement durable. Voilà la définition de la RSE selon la norme ISO. Alors, je finirai pour être court avec la définition que moi j'ai pour le contexte africain. Pour moi, la RSE dans le contexte africain, c'est le respect des lois en vigueur. Je sais que quand ceux qui nous écoutent, peut-être qu'ils sont en Europe, vont dire, oula, la loi, la RSE, on dit aller au-delà de la loi. Non. Pour l'Afrique, on est dans un contexte où parfois beaucoup d'entreprises ne sont pas en conformité avec la loi. Donc pour moi, la RSE en Afrique, c'est respect de la loi en vigueur et de dialoguer avec les différentes parties prenantes justement pour innover et puis répondre à leurs attentes, améliorer le business, protéger l'environnement, etc. Merci beaucoup, M. Téné. Donc, on a la joie de recevoir, d'accueillir M. Diabaté du Mali, qui vient de nous rejoindre. Soyez bienvenus. Donc, nous allons commencer par la première thématique qui va ponctuer un peu nos échanges. Qu'est-ce que c'est que la RSE? On va vous laisser vous installer. Je vais peut-être donner la parole à M. Azouma, suite à M. Téné. S'il y a des compléments d'information, uniquement, sinon on va avancer. Oui. Merci beaucoup, docteur. Je pense qu'il faut, en reprenant ce que M. Téné a dit, se placer d'un point de vue de la contribution des entreprises aux objectifs de développement durable. C'est ce qui s'est traduit en actes au niveau de leur plan d'action au niveau de la RSE. Ça, c'est le premier point. Donc, la RSE va procéder donc des objectifs de développement durable. Deuxième point, quand on regarde le thème que vous nous avez proposé, la RSE est forcément une question purement stratégique. C'est une décision qu'on prend de s'orienter dans le domaine de la RSE. Donc, ça devient stratégique. D'ailleurs, vous voyez bien que le thème, vous avez parlé des politiques de RSE. Alors, donc, quand on parle de politique, on se situe au niveau stratégique. C'est une décision qu'on prend pour s'engager donc dans cette RSE. Et en troisième lieu, et Thierry l'a souligné tout à l'heure, c'est la question, et qui nous intéresse véritablement, c'est la question de la gouvernance. La RSE a un lien très fort avec la gouvernance. Je vais utiliser le mot que nous prête Praxis, elle se plague, donc s'emboîte dans une plateforme qui est la gouvernance d'entreprise. Donc cette gouvernance d'entreprise doit être aux normes, elle doit être éprouvée pour pouvoir accueillir une politique RSE qui est découpée, donc qui est traduite en action. Donc c'est comme ça que il y aura donc cette synergie, ou du moins cette complémentarité, ou cette inclusion entre la gouvernance d'entreprise et la RSE, qui est pour moi, est un moyen, mais peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure, un moyen de pérennisation des activités de l'entreprise, de pérennisation de l'entreprise elle-même et de garantie de la profitabilité de cette entreprise. Donc, c'est comme ça que je vois la RSE. Même temps, bien sûr, il y a toute la partie théorique dont a parlé Thierry tout à l'heure, avec les questions, les définitions et les principes, les questions centrales et les définitions et les principes posés par la norme ISO 26000 et ses traductions concrètes sur le terrain dans chaque pays
peut-être par un arsenal juridique qui permet donc aux entreprises ou qui oblige donc les entreprises à mettre en œuvre les bonnes pratiques en matière de responsabilité sociétale. Voilà. Très bien. Merci Ted pour ces compliments. Monsieur Diabaté, peut-être du Mali, vous avez des compléments d'information ou de définition que vous pouvez partager avec nous? Bon, alors, je dis ça, je ne sais pas trop qu'est-ce que les uns et les autres ont donné comme définition de la RSE, mais moi, je vais sur le postulat que le premier élément à retenir, c'est que tu as une entreprise et la notion d'entreprise, il ne faut pas la périmétrer en la mettant dans un sens purement théorique. Monsieur et madame se sont mariés pour atteindre un objectif, c'est une entreprise. Donc, dès l'instant que vous êtes deux pour atteindre un objectif, vous êtes entreprise. Donc, cela dit, je pense que la RSE, moi, je le résume en ceci. Vous voulez créer une entreprise, faites attention à l'environnement, à l'économie sociale. Point barre à la ligne. Maintenant, toutes les actions que vous posez, il faut faire attention à ces trois éléments. Maintenant, à partir de là, on peut commencer à discuter, naviguer dans tous les sens. Mais je pense qu'en grosso modo, en français facile, il faut retenir cela comme définition de la RSE, sans autant préjuger sur la réaction des uns et des autres. Mais je pense que ça doit être ça. Ça, c'est mon premier. Ouais. Merci, M. Diabaté. On va aller au Maroc, avec nos deux intervenants qui exercent au quotidien au niveau de la RSE. Donc, au niveau de toutes les activités, que ce soit au niveau de vos entreprises ou au niveau de la CGM, comment vous définirez la RSE déjà? Et puis au Maroc, comment est-ce que éventuellement elle se définit? Quelles sont les notions, les concepts qui sont derrière cette stratégie RSE? Madame Youssefine? D'abord, merci à aux trois personnes qui ont donné des angles différents à la RSE et qui se complètent en fait. Je pense qu'il y a un mot important dans la RSE, c'est responsabilité. Et les entreprises sont là à la fois pour gagner de l'argent, donner des résultats à leurs actionnaires, mais également pour avoir un impact sur leur environnement. Et dans la RSE, on a à la fois des sujets sociétaux et sociaux, des sujets environnementaux et une responsabilité économique. Et donc, au Maroc, on a l'ensemble des éléments qui ont été cités par nos trois intervenants précédents, à la fois donc, des sujets qui concernent le respect de la loi, c'est le basique. C'est le strict minimum quand on rentre dans une démarche RSE, c'est je respecte la loi et ensuite quel est mon impact sur mon environnement et quels sont les bienfaits que l'on peut tirer dans une relation win-win avec les parties prenantes. Si on peut résumer ça comme ça, parce qu'après on peut rentrer dans le détail, je pense qu'on le fera tout au long de cette discussion. Mais grosso modo, si quelqu'un doit retenir quelque chose, c'est le mot responsabilité. On a un rôle en tant qu'entreprise d'avoir un impact positif sur son environnement, de gagner sa vie, de faire du business profitable, mais également d'avoir un impact cohérent. Et donc, ce n'est ni de la philanthropie, ni de la charité, mais une relation win-win avec son environnement. Absolument. Merci beaucoup, Joséphine. Monsieur Cassini? Merci beaucoup. Merci, madame. Encore une fois, nous réitérons nos remerciements de nous avoir invités à prendre part à ce débat, ce webinaire très intéressant. Je pense que les définitions qui ont été avancées, les éléments qui ont été avancés par nos intervenants, surtout, je dirais, sur le plan théorique, ils ont fait un cadrage global en termes de définition de la RSE, quand il s'agit du dialogue avec les parties prenantes, la distinction des parties prenantes, qui sont ces parties prenantes, etc. Ce que je voudrais mettre en avant, parce qu'on est censé apporter une réponse de praticien de la responsabilité sociétale ou bien la responsabilité sociale au quotidien, soit au niveau de nos postes, soit avec Madame Youssefine, et j'en suis honoré dans le cadre de la commission de l'entreprise responsable citoyen de la CGM. Telle que soit la définition de la RSE, on ne peut pas adopter une recette cuisine et qu'on dirait qu'on va appliquer à toutes les entreprises. Le spectre, il est très large, les axes sont très larges, effectivement, et c'est à adapter en fonction de chaque secteur d'activité, en fonction de chaque entreprise, en fonction finalement en fonction des doléances des parties prenantes et de l'aboutissement ou bien des outputs de ce processus qui doit être continu de dialogue avec les parties prenantes. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, si je parle du secteur que je représente au sein de Managem,
secteur de l'industrie extractive, l'industrie minérale, la RSE ne peut être que la déclinaison de la politique de développement durable que le groupe doit adopter. Je prends l'exemple de mon entreprise. Notre activité au quotidien, elle dépend du gisement naturel, c'est-à-dire la fin du cycle d'une mine, des projets qui démarrent après plusieurs années de recherche, mais la fin du cycle, c'est un peu en fonction de la nature, qu'est-ce qu'elle va offrir en termes de ressources naturelles. La RSE, pour nous, au sein de l'entreprise, c'est comment assurer la durabilité sous l'angle économique, mais dans un cadre responsable. Et pour marquer le mot responsabilité, comme ça a été bien dit par Mme Youssoufine, je mettrai en avant le volet environnement, au sens large du terme, et le volet social et sociétal. Donc, pour nous, la RSE, c'est tous les programmes qui traduisent nos engagements sur le plan économique, sur le plan social, sociétal et environnemental, en répondant à de façon volontariste à tous les besoins, tous nos accords avec toutes les parties prenantes. Voilà, je me limiterai à ça. Peut-être dans la discussion, on pourra toucher mieux des cas concrets pour mieux illustrer ces définitions. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup à tous pour cette tentative de définition. Ce n'est pas facile, c'est toujours des concepts tellement englobants, tellement divers aussi, qui a connu des mutations en termes d'approche depuis ces dernières années. Donc, effectivement, ce n'est pas évident de définir, mais je pense qu'avec les interventions des uns et des autres, on a une idée un peu plus précise de qu'est-ce que c'est que la RSE. Avant de passer au deuxième thème, maintenant que nous avons une idée un peu plus précise, je vais simplement essayer de résumer ce qui a été dit. La RSE, donc si j'oublie des éléments importants, vous me rappelez, hein, mais la RSE, c'est d'abord une décision, une stratégie d'entreprise, une décision pour une entreprise, pour un dirigeant d'inscrire son activité dans une RSE, dans une démarche RSE. C'est également une contribution des entreprises pour accompagner les objectifs de développement durable. C'est un outil en faveur de la bonne gouvernance d'entreprise. C'est également un levier permettant d'appliquer des bonnes pratiques en faveur de la responsabilité sociétale et donc l'ensemble des parties prenantes. Et c'est le respect des lois et l'impact d'une entreprise sur son environnement. J'espère que je n'ai pas trahi vos pensées et que ça résume assez bien les interventions des uns et des autres. Les participants ont ainsi une vision un peu plus claire, en tout cas je l'espère. Alors, rentrons dans le vif du sujet, puisque maintenant on sait ce que c'est plus ou moins la RSE. Comment elle se traduit sur le terrain, dans les entreprises, dans les pays, selon les secteurs d'activité? Comment ça se traduit? Quelle forme la RSE peut prendre? Quels sont les outils à la disposition de la RSE? Comment mettre en place une stratégie RSE? Quels sont les leviers? Comment impulser une stratégie? Voilà autant de questions que l'on peut se poser une fois qu'on nous a défini ce que c'était la RSE. Donc, je vais laisser la parole à nos intervenants. Je vais inviter Mme Youssoufine et M. Kissami d'abord, puisqu'ils sont sur le terrain au quotidien. Chaque matin, quand ils arrivent au travail, leur activité, c'est de faire de la RSE. Donc, ils vont nous dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que vous faites au quotidien. Quand vous arrivez au bureau, chaque jour, qu'est-ce que vous faites? Madame Youssoufine, M. Kissami. Écoutez, merci beaucoup. Je pense que je vais intervenir à deux titres là, puisque je suis à la fois vice-présidente de la commission CGEM, entreprise citoyenne et responsable, et également en charge de la RSE chez Lafarge aussi le Maroc. Et je pense que les deux sont importants. Peut-être pour positionner la RSE au sens large au Maroc, la CGEM, qui est la Confédération générale des entreprises du Maroc, donc le patronat, est un des leviers importants du développement de la RSE dans le temps. Ça a commencé dans le début des années 2000 par un discours de Sa Majesté, par sa volonté de pousser les entreprises à avoir une responsabilité sociale et sociétale plus importante. Et donc la CGEM, donc la Confédération des entreprises, s'est mobilisée pour dire comment on fait. Ils ont mis en place une charte
qui est toujours applicable aujourd'hui, qui est la charte de la RSE, autour de 9 axes, et avec la volonté de dire il faut des rôles modèles, il faut aider les gens à comprendre ce que c'est, à quoi ça sert, et en quoi ça sert à faire du bon business, et en quoi on peut être dans une relation non gagnant-gagnant avec l'environnement au sens contexte économique autour de nous. Et donc, il y a énormément de choses qui ont été faites, et aujourd'hui, on est autour de, je pense, un peu plus de 110 entreprises qui sont labellisées RSE par la CGEM. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 110 entreprises, il y a à peu près un tiers de grandes entreprises, mais il y a aussi beaucoup de PME et de TPE. Et ce qui est très, très bien, ce qui prouve que c'est un concept qui a pris et que les gens ont compris quel est leur intérêt là-dedans. Donc, le patronat s'est mobilisé, c'est bien, parce qu'il faut quelque part que ça commence. Donc, ça a commencé là. Si on prend l'impact de la RSE, la manière dont la RSE se traduit au quotidien dans une entreprise, et je parlerai là de ce que je connais, c'est-à-dire de Lafarge Holcim Maroc. Monsieur Kissami a parlé du rôle des industries minières. Nous, on est une industrie lourde. On produit du ciment, on a de grosses usines, et en général, quand on s'installe quelque part où il n'y a rien. Il faut une grande carrière de calcaire avec une longévité importante d'environ 100 ans. Et donc, quand une usine s'installe, elle s'installe pour 100 ans avec un environnement autour d'elle qui va continuer à grandir. Et il est extrêmement important de comprendre quel est l'impact que va avoir cette usine sur son environnement, sur ses parties prenantes, sur les fameux petits villages, les douars qui sont autour de l'usine et qui vont commencer à grossir et à grandir. Et il faut construire une relation cohérente, importante, de confiance dans le temps, en prenant en compte justement les attentes des parties prenantes, qui sont souvent très nombreuses, et de faire des choix, parce qu'on ne peut pas être intervenant sur tout. Au-delà de tous les aspects, on va dire, quotidiens, Lafarge Holcim Maroc est une société importante où la loi est appliquée, où les règles de bonne gouvernance sont en place, etc. On est beaucoup tourné vers l'extérieur et vers notre impact et notre relation avec ceux qui nous entourent, ce qu'on appelle les parties prenantes, les communautés locales, les autorités locales, etc., pour faire en sorte qu'on crée de la valeur partagée. Et c'est une notion, je pense, extrêmement importante parce que c'est ça le côté win-win, la valeur partagée. C'est la capacité de cette entreprise à la fois à faire du bon business, à vendre, à construire, etc. Et également, qu'est-ce qu'elle peut faire pour le développement local. Et nous, dans notre cas, nous intervenons sur 4 axes. L'éducation et la lutte contre l'abandon scolaire, parce que ça, c'est le citoyen de demain. On intervient sur les sujets de santé et sécurité, parce que c'est Lafarge Holcim Maroc, notre valeur numéro 1. On intervient sur tout ce qui est employabilité. Le mot est important parce que l'employabilité, ce n'est pas l'emploi. Ce n'est pas l'emploi que va donner Lafarge Holcim Maroc, mais c'est la capacité de Lafarge Holcim Maroc à accompagner les riverains pour qu'ils acquièrent des compétences et qu'ils aient la possibilité d'avoir un revenu régulier en dehors de l'usine, puisque l'usine ne peut pas employer tout le monde. Et enfin, on a tout ce qui concerne l'environnement et le développement local, au sens de environnemental, tout ce qui est plantation, tout ce qui est respect de la faune et de la flore, mais également tout ce qui est le développement de l'économie locale et également des infrastructures locales, comme le désenclavement des villages, parce qu'en général, ils sont loin, il n'y a pas de route, il n'y a que des pistes, il y a des problèmes d'adduction d'eau, des problèmes d'électricité, des problèmes de ponts. Et ça, c'est le rôle d'une grande entreprise comme nous, d'apporter du soutien et de faire en sorte que la vie soit plus agréable pour nos riverains, de sorte que quand on s'installe quelque part, on apporte une vraie valeur. Bien, merci beaucoup. Merci, Madame Youssefine. Monsieur Kissami. Merci Madame. Je pense que Madame Youssefine a apporté pas mal d'exemples parce qu'on est dans des secteurs d'activité qui sont presque similaires, je dirais, qui se ressemblent. Bon, moi j'ajouterais que la RSE pour nous, c'est-à-dire vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on fait au quotidien? La RSE pour nous aussi au sein de Managen, c'est aussi un outil d'évaluation et de gestion des risques. Ça, c'est important parce que le secteur qu'on représente, les premiers risques, si on voit je prends l'exemple par exemple du rapport Ernst & Young l'année dernière, on trouve toujours 7 à 9 des 20 premiers risques face à l'industrie extractive et l'industrie minière, ils sont de la RSE, soit liés à l'environnement, soit liés à l'emploi, soit liés aux communautés riveraines, l'eau, etc. Donc ça, et quand je dis évaluation et gestion de risque, ça veut dire gestion aussi des impacts potentiels. Et donc, sur tout le cycle de nos projets, depuis la première phase de recherche de gisement, passant par les études d'ingénierie, les études d'impact, etc. Donc, la RSE, elle est ancrée dans les phases préalables, je dirais même à la valorisation et à l'exploitation de ces ressources minérales.
Donc, elle est réfléchie, elle est ancrée, comme ça a été dit tout à l'heure par M. Téné, ancrée dans le business model, dans le sens qu'on ne peut pas dire que la RSE, on va réfléchir à la RSE au moment où on va commencer à générer des ressources ou bien des recettes, etc. Donc, la RSE devrait être réfléchie, planifiée, mise en place. Le processus de dialogue, je dirais que parmi les premières choses sur lesquelles on démarre notre activité sur le terrain, c'est le dialogue avec les parties prenantes locales, communautés, riverains, les acteurs institutionnels, etc. Le deuxième volet, c'est comment elle se traduit la RSE aussi, c'est bien sûr au sein de l'entreprise avec une organisation dédiée, mais qui dit organisation ne dit pas substitution de rôle. Madame Youssefine, elle a une direction RSE. Au niveau de manager, nous avons une direction RSE. Mais notre support au niveau de manager, pour nous, par exemple, c'est juste une mission d'appui stratégique, mission de conseil, mission. Mais la responsabilité sociale de l'entreprise, la responsabilité sociale, c'est la responsabilité de tous les acteurs, toute la chaîne de hiérarchie, depuis le niveau le plus bas jusqu'au niveau le plus élevé. Et il y a des instances de gouvernance qui gèrent cette responsabilité au quotidien, que ce soit au niveau local, au niveau de nos sites et opérations au Maroc ou bien dans les autres pays de l'Afrique subsaharienne, ou bien des autres instances aussi jusqu'au niveau du conseil d'administration et du comité exécutif du groupe. C'est important parce que cet ancrage sur le business model devrait être accompagné par une organisation dédiée, horizontale et verticale, pour qu'il puisse refléter toutes les dimensions de la responsabilité sociale. Sur la pratique, le quotidien, comment il se traduit en termes de programme, comme j'avais dit tout à l'heure, le spectre il est très large. On ne prétend pas pouvoir être excellent ou bien partout. La démarche elle est volontariste dans le sens qu'on ait un niveau supérieur du seuil de la conformité à la réglementation nationale en vigueur et même des fois même à certains standards internationaux. Et bien évidemment, il y a des priorités. Les priorités, si je peux le résumer en termes au niveau de notre entreprise. Il y a le volet environnemental qui est important parce que c'est une activité, qu'on le veuille ou non, c'est-à-dire les protagonistes pour nous, qui risque d'avoir un impact positif sur l'environnement. Donc, toutes les mesures, tous les programmes qui ont été mis en place, des fois même au niveau volontariste pour pouvoir atténuer, remédier à ces impacts potentiellement négatifs. Il y a le volet social et sociétal qui prend une dimension très importante. Nous sommes pratiquement dans les mêmes orientations en termes d'éducation jeunesse, santé et bien-être et surtout l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat social. Et là, je voudrais ajouter un point, c'est que même les démarches des entreprises, et là, c'est la logique aussi de partenariat derrière tous les programmes et la compréhension de la responsabilité sociale, c'est la responsabilité des acteurs. Parce que c'est un des sujets aussi sur lequel peut-être on peut lancer un petit débat, c'est que qui est responsable? Oui, mais il n'est pas responsable dans le sens qu'il doit substituer la responsabilité des pouvoirs publics ou bien des autres acteurs institutionnels. Et si je parle par exemple de l'entrepreneuriat, la contribution de notre entreprise, elle va en synergie avec toutes les initiatives qui sont lancées au niveau national, au Maroc, l'initiative nationale de développement humain, et nous essayons de jouer le rôle de catalyseur au niveau de nos zones d'implantation qui sont souvent des entrées désenclavées, des zones là où il y a un grand déficit en termes d'accès aux services publics pour assurer ou bien pour faire émerger une nouvelle dynamique de partenariat avec tous les acteurs institutionnels. L'exemple, désolé si j'ai été un peu long, l'exemple que je voudrais mettre en avant, c'est la gestion de la crise sanitaire, le Covid-19. Au Maroc, c'est-à-dire on a senti une grande mobilisation de toutes les composantes de notre société dès l'avènement de la pandémie de Covid-19, sous l'impulsion de toutes les initiatives qui ont été annoncées par Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Et là, le secteur privé, la CGM et toutes les entreprises, y compris nos entreprises, elles ont joué un rôle très important pour encourager ces idées et leur donner plus d'élan au niveau des zones et au niveau de notre territoire, que ce soit au niveau de toutes les campagnes de sensibilisation, les tests, et même maintenant l'appui avec les institutionnels pour faire aboutir la campagne de vaccination. Je ne vais pas trop m'étaler sur ça, mais juste pour dire que sous l'impulsion globale d'un pays qui adopte, comme ça a été dit par Mme Youssefine, le discours de Sa Majesté, en 2004 déjà, si on voit le discours, il avait déjà présenté une définition claire d'une vision holistique de la RSE pour qu'il ne soit pas réduite à des actions de charité ou philanthropiques indépendamment des autres composants. Donc, dans cette dynamique, je pense que les grandes entreprises structurées et responsables n'ont qu'à adhérer dans ce cadre
pour pouvoir la concrétiser au niveau de leur business model et au niveau de leur quotidien. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup, M. Kissami. Merci, Mme Youssoufine. On a vraiment, on sait, quand vous levez le matin, quand vous arrivez au bureau, qu'est-ce que vous faites, sur quoi vous travaillez, comment vous travaillez. Merci pour ces précisions, c'est très, très intéressant. Après le Maroc, j'aimerais bien qu'on aille au Mali. Monsieur Diabaté, au Mali, quelle forme la RSE prend? Comment se traduit cette RSE concrètement au Mali avec les entreprises que vous accompagnez et lesquelles vous travaillez? Pouvez-vous nous donner quelques précisions, s'il vous plaît? Mon confrère du Maroc me donne de l'appétit. Je vais juste faire un petit speech sur l'exploitation minière, en ce sens que c'est vrai que les sociétés minières font beaucoup de choses pour essayer de soigner leur image. Mais il y a quelques aspects que je vais souligner. Par exemple, les pneumatiques des véhicules qu'on utilise dans leur exploitation. Alors, ces pneus constituent des collines, des montagnes jetées quelque part, mais vraiment à l'abri de toute vue humaine. Donc, ça, c'est caché. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous m'entendez, non? On vous entend. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand vous parlez de l'environnement, d'accord, je vous le concède, mais écoutez, vous venez, on vous donne un site, vous enlevez les arbres pour préparer le site, mais l'arbre que vous enlevez, vous ne pouvez pas planter le même arbre ailleurs parce qu'il est déjà foutu. Et le petit serpent qui est à côté, dans le trou, à côté de l'arbre, vous le dégagez. Les abeilles qui sont sur l'arbre, vous les dégagez. La panthère qui est cachée dans le bois, vous les dégagez. Tous ces animaux, vous ne pouvez plus les récupérer. Donc, la faune est détruite. Donc, ça, c'est vraiment un des aspects les plus cruciaux quant à l'exploitation minière. Je reconnais que les miniers font beaucoup de choses pour changer leur image. Hormis cela, la pratique de la RSE chez nous, moi, je pense que, en fait, les entreprises parlent de la RSE, mais les entreprises ne sont pas trop dans la dynamique de l'applicabilité de la RSE, en ce sens que les parties prenantes ne sont pas écoutées. Je prends le cas express du Mali, qui est en crise totale avec la rébellion, le problème du Nord. Les États, les chefs d'État, les gouvernements vont signer des accords avec des partenaires étrangers. Donc, ces accords sont méconnus du public et ce sont ces publics qui subissent les conséquences de l'accord. Et ceux qui ont signé l'accord ne sont pas inquiétés. Ça, ce n'est pas de la responsabilité sociétale. Et c'est là où je demande qu'il faut nécessairement inclure la notion de RSE dans la politique. Il faut que ce soit une loi votée pour que demain ou après-demain, chacun puisse répondre. Sinon, vous avez les accords de la CEDEAO, de l'UMOA, des Nations Unies, etc. Tous ces accords, si je prends le cas sur l'environnement, le Mali a signé 34 accords cadres au niveau des Nations Unies sur l'environnement, mais aucun Malien ne sait quels sont les accords qu'on a signés. Bon, ça, c'est déjà un déphasage avec les parties prenantes, parce que ce sont les parties prenantes qui mettent en application ces accords. Mais si les États vont aller signer de n'importe quoi pour venir ensuite vouloir dupliquer ça sur la population, donc elle est brutalement traumatisée, elle ne sait pas de quoi il s'agit, et c'est en ce moment que commencent toutes les grèves et consorts. Bref, l'applicabilité de la responsabilité sociétale, on est encore loin, en tout cas pour ce qui est du cas du Mali. Et vraiment, c'est pour ça, moi, je me bats pour que ce soit une loi votée au niveau de l'Assemblée et que vraiment les responsabilités qui soient impliquées, on comprend ça et là. Bon, voilà, en gros, ce que je peux dire sur l'application de la RSE au Mali. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Diabaté. On va peut-être avec M. Thierry Téné. Vous êtes au Cameroun, mais également vous intervenez dans plusieurs pays africains. Comment est-ce que la RSE se présente, par exemple, dans les pays dans lesquels vous intervenez, quelle forme cela peut prendre? Et puis également, si vous pouvez nous dire un peu aussi, quels sont les leviers possibles pour la RSE selon les pays dans lesquels vous intervenez? D'accord, merci. Pardon, merci beaucoup pour la question. Effectivement, je suis au Cameroun. Le hasard veut d'ailleurs que je suis venu. Je suis d'ailleurs en entreprise, j'en fais un audit là, parce que je suis arrivé au Cameroun il y a à peine 1 ou 2 semaines. Donc, justement, pour faire un audit RSE d'une entreprise. D'ailleurs, ça permet de toucher là les leviers. Donc, actuellement, au Cameroun, nous avons initié avec le gouvernement camerounais, ça fait déjà 3 ans, une démarche de co-construction des politiques publiques
RSE en Afrique. Nous avons proposé une plateforme de dialogue des parties prenantes pour la co-construction de cette politique publique. Il y a eu déjà 3 rencontres. Donc aujourd'hui, déjà, je peux dire qu'on a quasiment une loi RSE. On attend que ce soit publié, mais on a co-construit justement la loi RSE au Cameroun avec l'État, le secteur privé, les ONG, les universités, etc. Donc l'un des leviers pour répondre concrètement à votre question, c'est effectivement le levier politique publique. Parce que, bon, tant que les entreprises disent, bon oui, il faut que ce soit une démarche volontaire, on fait tous la prose comme M. Joubert l'a fait sans savoir, ok, très bien. Mais à un moment donné, il faut le livrer en termes de politique publique. Et politique publique, c'est de dire, bon, il faut publier un rapport RSE. Par exemple, je prends un autre levier qui est celui des exigences. Donc, on a les politiques publiques via l'État. Le deuxième aussi, c'est le marché boursier. Et là, bon, il y a 2 intervenants au Maroc qui sont mieux placés que moi pour représenter la dynamique de ce côté-là. Mais par exemple, la bourse de Casablanca, l'autorité de régulation, l'autorité marocaine des marchés des capitaux demande depuis l'année dernière de publier un rapport extra-financier et justement les entreprises, notamment cotées à la bourse de Casablanca, comme on peut le voir aussi en France, ont commencé à publier les rapports RSE. Pourquoi cet aspect est très important? Je sais aussi qu'en Tunisie, parce que vous avez dit que bon, j'ai fait plusieurs pays, bon, j'ai la chance de faire plusieurs pays, mais c'est surtout qu'on anime une plateforme sur la RSE en Afrique et on a la chance d'avoir des intervenants justement de plusieurs pays africains qui interviennent et nous on profite aussi également de tout ce retour d'expérience énorme. Par exemple, là, je peux vous dire qu'en Tunisie, la bourse aussi tunisienne est en train de préparer la loi RSE, de préparer, pardon, les obligations de reporting RSE et que la loi tunisienne en matière de RSE a aussi été votée, je pense, il y a 2 ans. En Tunisie, la bourse aussi tunisienne est en train de demander les reportings RSE. On a aussi une loi RSE qui a été adoptée en Tunisie, dont les décrets d'application doivent sortir bientôt. Pour les leviers, je peux prendre le cas, parce qu'on parlait du secteur minier, en RDC, nous, on a eu, dans l'un des leviers aussi, ça peut être la publication d'un guide. Nous, on a eu l'opportunité de travailler sur le guide RSE des entreprises minières au Katanga, qui, lui, a eu un impact sur la modification du code minier en RDC avec prise en compte de la RSE, même si c'est un compartiment de la RSE. Et depuis quelques jours, enfin, je suis en discussion, et c'est peut-être un levier qui a une grosse mutation du côté de la RDC, puisque nous sommes en discussion avec différentes 2 ou 3 structures qui, elles, sont connectés directement à la présidence de la République. Et aujourd'hui, donc, la RDC est en train de faire un basculement important dans la dynamique des RSE avec des guides nationaux, avec probablement une loi qui devrait arriver, etc. Une autre initiative, là, pour le coup, qu'on a vu passer, c'est du côté de Madagascar, où, justement, je pense qu'il y a 1 semaine à peine, on a une loi RSE qui est en cours de préparation. N'oublions pas l'île Maurice, qui était avant l'Inde, d'ailleurs, qui a fait adopter une loi RSE, mais l'île Maurice était l'un des pays pionniers à avoir adopté justement cette loi RSE avec les fameux 2%. Ça fait l'objet de débats d'ailleurs beaucoup avec le patronat, avec l'idée des 2% de chiffre d'affaires qui doivent être alloués au fonds RSE. Ça fait l'objet de toute une série de débats de ce côté-là. Je fais aussi partie d'un groupe de travail là, sur la RSE au Bénin, donc là où il y a des choses en cours de préparation. Donc je dirais qu'actuellement, il y a une grosse mutation en termes de politique. Maintenant, le deuxième levier, et là, je reviens par exemple là, pour mon client ici au Cameroun que je ne veux pas citer, c'est que malgré qu'il n'y ait pas la loi, il y a un client qui me demande de mettre en place la RSE et d'aller très loin. Ça me permet justement de circonscrire les secteurs. Il y a les secteurs type minier qui, eux, sont quasiment, avant de faire le premier coup de pioche d'exploitation minière, sont obligés d'intégrer la RSE. Donc, c'est ce que j'appelle les secteurs à risque important. Donc, intègre la RSE très en amont du fait qu'on a des communautés locales, on a un secteur d'activité où il y a une pression énorme une pression énorme des parties prenantes, voilà, donc qui intègre la RSE. Je rajouterai aussi le secteur des agro-industries, donc qui sont aussi des secteurs, tout ce qui peut être agricole, dit agro-industrie, c'est plutôt le secteur agricole, parce que si vous avez une entreprise manufacturière en zone urbaine, elle n'a pas le même impact
qu'une entreprise, je prends par exemple le cas du Maroc, on a Managem qui est à risque, on a aussi Cosumar qui va faire du sucre, qui lui aussi, étant en zone rurale avec des parties prenantes, doit intégrer cette dynamique. Après, vous avez des opérateurs télécoms qui, du fait de leur capacité financière, du fait aussi de l'impact énorme qu'ils peuvent avoir sur le territoire et des possibilités de développement, vont aller très loin, vont mettre en avant plutôt beaucoup la RSE parce que ça devient un outil de différenciation par rapport aux autres parties prenantes. Donc, on a deux dynamiques, enfin deux ou trois. On a une dynamique pays avec des politiques publiques et il faudrait qu'on ait de plus en plus parce que ce n'est que ça qui fait avancer, hein, de toute façon. On a aussi une dynamique de quelques entreprises pionnières qui peuvent être pour des raisons diverses et variées, les miniers, les entreprises agricoles parce que c'est des secteurs à risque, les industries extractives de manière générale. Et puis, on a des entreprises de télécom, les banques aussi, qui peuvent surfer sur cette dynamique. Et je finirai sur un point qui nous a assez frappé. Nous, on a réalisé le baromètre RSE SBF 120 Afrique. Donc, en fait, le SBF 120, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les plus grosses entreprises cotées à la Bourse de Paris, donc qui ont des obligations en matière de publication de rapports RSE. Donc, il y en a 120, c'est pour ça qu'on dit SBF 120, les 120 plus grosses. Donc, vous entendez souvent parler du CAC 40, ce sont les 40 plus grosses. On rajoute les 80 autres qui sont sur le marché un peu secondaire par rapport au CAC. Il suffit à peu près 1100 filiales en Afrique de ces entreprises-là. Et on a cherché à voir quelle était leur pratique RSE. Mais les groupes à Paris sont très impliqués, la communication est orientée RSE, 10 rapports RSE. À peine qu'on a trouvé, à peine 10 rapports RSE pour 1200 entreprises filiales françaises en Afrique. Or, on ne peut pas faire RSE sans publier un rapport RSE, sans dialoguer avec les parties prenantes. Donc voilà, je m'arrête là. Désolé encore pour l'instabilité là au niveau du réseau, là, c'est indépendamment de ma volonté. Merci beaucoup. Je voulais juste poser une question. Allô? Oui, monsieur Diabaté. On a une question, on a un intervenant qui pose une question très pertinente et qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre réflexion, parce qu'elle est très intéressante. Quels sont les liens entre les politiques RSE et les fondations que les entreprises ont l'habitude de créer? Quels sont les liens donc, entre les fondations et les politiques RSE? Est-ce que la fondation, c'est une illustration de la politique RSE ou bien c'est autre chose encore? Je peux. Oui, allez-y, monsieur. Voilà, je peux intervenir là-dessus et en profiter donc pour répondre à la question de la mise en œuvre de la RSE. Oui. Alors, quand monsieur Ouattara demande le lien entre les fondations et les politiques RSE, les fondations sont des outils de politique RSE des entreprises. Une entreprise donc décide dessine sa politique RSE et donc la planifie, la découpe en actions, y ajoute un chronogramme et la fondation est comme l'acteur qui va l'aider donc à mettre en place toutes les actions, les actions RSE. Mais la fondation aussi derrière, souvent, dans bien des cas, se double d'un objectif de philanthropie. Mais les fondations ne remplacent pas, les fondations ne devraient pas remplacer les actions RSE menées par les entreprises ou par la société elle-même. Parce que non seulement les entreprises, les fondations n'ont pas un objectif de profitabilité, par exemple, mais les entreprises, les fondations n'ont pas, par exemple, vocation à s'occuper des préoccupations des parties prenantes. Or, les préoccupations des parties prenantes, l'une des parties prenantes importantes, c'est le personnel. Une fondation ne va pas venir intervenir auprès du personnel. C'est par exemple la direction des ressources humaines à qui souvent on affecte le volet RSE qui va s'occuper de cet aspect des choses-là. Donc, pour conclure et résumer, en réalité, les fondations viennent être des acteurs, des éléments de la politique RSE globale d'une entreprise.
Ça, c'est la réponse que je propose à M. Ouattara. Ensuite, en ce qui concerne la question à laquelle nous devons répondre, quels sont comment est mise en œuvre la RSE dans nos pays, cette préoccupation, on peut la découper en deux questions. Qui sont les acteurs et pourquoi elles devraient faire la RSE? Qui sont les acteurs et pourquoi elles devraient faire la RSE? Pourquoi elles devraient faire la RSE? À ce niveau, il me semble que deux réponses peuvent convenir. Elles devraient faire la RSE parce qu'aujourd'hui, le monde n'accepte plus d'interaction avec des entreprises ou des organisations qui ne respectent pas un certain nombre de normes, notamment les objectifs de développement durable. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. La RSE n'est plus une question de choix, c'est une obligation. Et cette obligation procède de ce qu'on a constaté que la planète est en péril, que les humains sont en péril. Deux exemples peuvent illustrer cela. Les ressources naturelles sur lesquelles s'appuient les entreprises pour travailler sont en train de s'amenuiser. L'eau devient plus rare, l'air est pollué, les ressources minières tendent vers une sorte de finitude. Donc, il faut absolument mener des actions en faveur de l'environnement. Mais il y a aussi la crise de l'homme, la crise du capital humain. Aujourd'hui, on ne peut plus gérer nos entreprises comme on les gérait avant. On a changé de façon de gouverner nos entreprises, de les gérer en replaçant l'être humain, en replaçant ses préoccupations au cœur de l'activité de l'entreprise, en reconsidérant la place de la femme, en reconsidérant la place des personnes vivant avec un handicap. C'est pour cela que quand Mme Youssoufine en parlait tout à l'heure, j'ai trouvé le mot heureux quand elle a parlé d'employabilité et non d'emploi. Effectivement, on doit faire attention aujourd'hui à l'employabilité, faire en sorte que toutes les personnes aient un accès équitable à l'emploi, qu'il n'y ait pas de discrimination. Sur ce point, on peut par exemple souligner la question du télétravail. Aujourd'hui, des enquêtes menées montrent que la situation du Covid peut avoir aggravé la discrimination faite aux femmes en raison du télétravail. On considérera qu'une femme, c'est normal qu'elle reste à la maison, qu'elle s'occupe des enfants. Et si on doit distribuer un rôle, par exemple, de tenue d'une réunion, on privilégierait un homme, on lui dira, bon, prends le lead sur ça, parce que tu sais, ta collègue, elle a 3 enfants, même elle est à la maison, elle devra s'en occuper. Donc, cette discrimination, sans qu'on y prenne garde, peut aggraver la discrimination à l'égard des femmes. Donc, il faut qu'on regarde cet aspect des choses-là. Donc, quand on demande pourquoi, voilà les deux réponses qu'on peut donner. Alors, qui sont les acteurs de la RSE? C'est là qu'on verra la mise en œuvre. Le premier acteur, mais qui est un acteur clé, c'est celui qui est le régulateur, c'est-à-dire l'État. C'est celui qui est le régulateur, c'est-à-dire l'État. Aujourd'hui, est-ce que nos États, notamment en Côte d'Ivoire, sont assez sensibilisés aux questions de RSE? Nous, à l'INATSI, qui sommes en relation avec le gouvernement, nous constatons bien qu'il y a une faiblesse au niveau de la législation, au niveau du cadre juridique. Il y a quand même une petite faiblesse. La question n'a pas encore été, on ne s'est pas encore approprié la question de la RSE pour la mettre sur la table, pour en faire un vrai sujet. On a encore l'impression que c'est la cerise sur le gâteau, c'est quelque chose dont on peut se passer. Or, il faut bien comprendre
que la RSE aujourd'hui, je le répète, n'est plus un choix. Donc ça, au niveau de l'État, il y a un travail à faire. Et nous, au niveau de l'INATI, à chaque fois que nous avons contact avec des entreprises publiques ou des structures de l'État, nous essayons d'introduire dans nos discussions et dans nos documents et dans notre plateforme d'échange et de formation des questions relatives à la RSE. Donc, il faut aider l'État à comprendre qu'elle doit structurer cet environnement juridique qui doit être favorable donc, à la RSE. Au niveau de la société civile, et là, on peut dire que ça bouge un peu plus au niveau de la société civile, parce qu'en Côte d'Ivoire, l'homologue de la CGM, et là je parle à Mme Boussou, ce qui est la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, a impulsé la rédaction d'un code de gouvernance et de RSE que je peux vous montrer là. Voilà. C'est un tout petit livret, voilà, qui contient en son sein des informations importantes pour toutes les entreprises qui sont membres du patronat. Et donc, nous, au niveau de l'INATI, nous nous sommes appropriés ce document pour le vulgariser auprès de nos membres. Donc, il y a un travail au niveau de la société civile. Et il y a des organisations, des ONG qui travaillent sur le terrain pour sensibiliser à toutes les questions relatives à l'environnement, aux questions de harcèlement. Il y a 2 semaines, j'ai participé à un webinaire organisé par un cabinet d'avocats qui a convié tous ses clients qui étaient des entreprises et des sociétés à un webinaire sur la question du harcèlement sexuel au sein des entreprises. Donc ça, c'est des activités comme ça qui sont menées sur le terrain et qui sont très importantes. Il y a également, par exemple, la fondation de Dr Ba qui travaille aussi sur le domaine de l'environnement. Donc ça, c'est le deuxième acteur, c'est la société civile. À la décharge de cette catégorie d'acteurs, il faut souligner que les actions ne sont pas forcément coordonnées. Ça, il faut le reconnaître. Il y a 5 ans de cela, je me souviens, il y a eu, organisé par le patronat ivoirien, un forum national sur la RSE. C'était une belle initiative. Malheureusement, elle n'a pas été rééditée. Donc, du coup, les acteurs agissent un peu de façon individuelle. Et nous, au niveau de l'INATI, nous avons proposé, outre nos formations, un projet que nous allons appeler le projet Plan Vert. Le projet Plan Vert, c'est d'inciter tous nos membres à contribuer à la reforestation en Côte d'Ivoire. Mohamed disait tout à l'heure qu'il faut quitter le champ de la théorie pour être concret. Donc, pour nous, ce qui devra être concret, c'est de sensibiliser les entreprises à aider la Côte d'Ivoire à retrouver son couvert végétal qui est passé de 20 millions d'hectares de forêt à moins de 3 millions aujourd'hui. Donc, c'est une situation urgente. Et comme les entreprises, et je vais terminer là-dessus, les entreprises ne sont pas les sociétés ne sont pas aujourd'hui des organisations qui cherchent simplement, qui devraient simplement chercher le profit. Quand on voit la place des sociétés dans le changement de notre société, dans le changement de notre vie, dans le changement du monde, on comprend bien que les sociétés sont un acteur de changement majeur. Il n'y a qu'à voir comment le téléphone, l'ordinateur, les applications, l'avion, la voiture, la télévision ont changé notre vie. Et derrière tous ces outils, c'est des entreprises, c'est des sociétés. Donc, à côté du fait qu'elles puissent gagner de l'argent, c'est-à-dire faire du profit, on peut utiliser les entreprises comme des vrais acteurs de changement. Et en Côte d'Ivoire,
il y a eu malheureusement au niveau de la RSE une tendance à un effet de mode. Donc, peut-être que c'est ce qui a attiré l'attention de M. Ouattara. Beaucoup d'entreprises ont commencé à créer des fondations, comme s'il suffisait de créer des fondations pour faire de la RSE. En réalité, c'était une erreur. Mais il faut bien comprendre que si une entreprise est bien sensibilisée, si le top management, la gouvernance de l'entreprise décide d'avoir comme élément stratégique, élément de sa stratégie la RSE, ces entreprises donc peuvent de façon durable impacter le terrain. Il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui sont bien en avance sur les questions de RSE. Je peux me permettre de citer la CIFCA, la CIE, qui donnent des exemples concrets sur le terrain de RSE. Maintenant, il y a des enjeux qui sont apparus avec la COVID et qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, avec le développement des relations par mail, par Internet, beaucoup d'acteurs parlent aujourd'hui de micro-agressions entre les travailleurs ou entre la hiérarchie et les travailleurs, des pressions. Voilà, en sorte que, pour utiliser le mot de Mme Youssoufine, il peut faire de moins en moins bon vivre au sein d'une entreprise. Donc, voilà un peu, il me semble, l'état de la situation en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas réduisante. Il y a une urgence de formaliser, de réglementer, de réorganiser, mais il y a de l'activité. Il y a beaucoup d'activités, mais qui restent à être un peu disciplinées et à être orientées. Très bien. Merci, merci beaucoup, monsieur Anzouma. Effectivement, j'ai bien aimé quand vous dites qu'il ne s'agit pas juste de créer, bon, pour rebondir sur la question de monsieur Ouattara, de créer une fondation, mais donc du coup, ça rejoint ce que nous disait monsieur Kissami, hein, que la RSE doit être ancrée dans le business model, même dans la stratégie même des entreprises. Alors du coup, ça me permet de rebondir parce que j'ai une préoccupation à soumettre à nos intervenants marocains, parce que c'est des exemples très intéressants. Vous nous avez dit, l'un comme l'autre, que les entreprises marocaines se sont, enfin, en tout cas, le concept de RSE a pris forme suite à l'intervention de Sa Majesté le Roi, qui donc a invité, je pense au cours d'un discours, d'une intervention, donc en parlant de la RSE. Ce discours a été repris par la CGM, si j'ai bien compris, hein, vous me corrigerez si je me trompe. Ce discours a été récupéré donc, par la CGM et qui s'est pris comme le porte-parole ou bien l'application pour l'application donc de la volonté de Sa Majesté. Alors moi, j'aimerais bien savoir, donc on est parti, disons, du haut, hein, de Sa Majesté, la CGM. Comment maintenant le concept est redescendu au niveau des entreprises? Comment est-ce que ça a été accepté, compris, appréhendé par les entreprises, quelles qu'elles soient, par les entreprises aussi qui ne sont pas forcément membres de la CGM, par les plus petites entreprises, par les PME? Comment cela s'est traduit? Ou bien on a un peu comme en Côte d'Ivoire, un peu une dichotomie, c'est-à-dire qu'on a d'un côté les grandes entreprises, comme a dit M. Azouma, la CIE, la CIFCA, qui effectivement ont des stratégies RSE, et puis les PME qui se disent, bon, ça c'est vraiment pas pour nous, ou bien comment est-ce qu'on va faire, etc. Est-ce qu'on a un peu ce dilemme, cette difficulté au niveau du Maroc, ou bien au contraire, quelle que soit la grandeur de l'entreprise, tout le monde a pleinement saisi le discours de Sa Majesté le Roi? Merci, docteur Daconé. Je prends la parole avant toi, Abstef, et après.
On n'a pas encore, ça serait mentir que de dire que la RSE est rentrée dans les mœurs de toutes les entreprises au Maroc. C'est faux. Par contre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est intéressant de voir qu'on a à la fois des grandes entreprises et des toutes petites entreprises ou des moyennes entreprises. Souvent, ça commence par la volonté du dirigeant. De la même façon que le discours de Sa Majesté à l'époque a porté une volonté et a aidé à impulser un mouvement, dans une entreprise, c'est souvent le patron, qu'il soit patron d'une grande entreprise ou le patron d'une société familiale, qui porte le sujet au départ et qui est, on va dire, le levier d'action. Souvent, ça commence par on fait des choses, on a des actions qui sont à la limite de la philanthropie au départ, et puis les gens se rendent compte que finalement, en faisant de la RSE un peu structurée, ça aide à beaucoup de choses. Ça aide d'abord à structurer l'entreprise tout entière, parce qu'il y a un certain nombre de normes à respecter, parce qu'il y a une espèce de canevas à dérouler, un peu comme quand on fait un audit. Ça aide les gens à prendre conscience de ce qu'ils font et des impacts que ça a. Ça mobilise les collaborateurs et c'est important, c'est un facteur d'unité et d'engagement. Et en fait, ça permet de montrer les résultats et puis de cranter et de voir qu'on a atteint ceci, et puis on fait un peu plus et on atteint cela, et de progresser. Et c'est un progrès qui se voit. Et on a tous besoin de ça. C'est pour ça qu'on a une éducation scolaire où on passe de classe en classe avec des notes, etc. Parce que justement, on a besoin de ce sentiment d'évolution et de voir qu'on a progressé et qu'on a atteint et que ça va de mieux en mieux et que finalement, ça donne des résultats à la fois économiques, parce que ça aide effectivement à gérer des risques, à les repérer. Ça aide à avoir plus d'engagement des collaborateurs. Et un collaborateur engagé, c'est quelqu'un qui produit mieux à l'intérieur de l'entreprise. Et ça a des résultats aussi positifs sur l'environnement, sur les gens avec lesquels on a des relations, sur le contexte économique de l'entreprise. Et donc, finalement, c'est beaucoup de résultats positifs pour tout le monde. Mais soyons honnêtes, ça passe souvent par le support du DG ou du patron, parce qu'il faut quelqu'un pour impulser. Merci Malika pour ces éléments. Ce que je pourrais compléter, de toute façon, outre le discours de Sa Majesté en 2004, je pense lors des intégrales d'investissement, là, comme j'avais dit, il y a eu aussi plusieurs travaux qui ont été réalisés par la suite. La stratégie nationale de développement durable, ça c'est juste pour information et échange avec nos intervenants, les participants représentant plusieurs pays africains. Il y a la stratégie nationale de développement durable. Il y a un grand travail qui a été fait aussi par le Conseil économique et social, CESE et environnemental, quand il a produit un rapport, un avis sur la RSE et plutôt sur la RSO. Pour parler au lieu des entreprises, on parle de responsabilité sociétale des organisations, pour voir plus large, un peu pour intégrer aussi le débat, les dimensions, la responsabilité de l'État comme acteur public, comme pouvoir public, la responsabilité du secteur privé, comme un rôle un peu de contribuable en termes de toutes ces initiatives, mais il y a aussi la partie société civile et les collectivités locales, les représentants des populations. Comme vous le savez mieux que nous, que moi, que le sujet de la représentativité est un sujet primordial dans la définition des parties prenantes de la RSE, pour un peu toucher un peu nos honorables intervenants qui sont avec nous sur le panel, qui représentent ces parties prenantes. Et quand on parle des communautés, le sujet il est très large. Est-ce que c'est la société civile? Est-ce que c'est les élus? Est-ce que c'est l'État, etc. Donc, il y a eu un travail qui était remarquable et qui a permis au moins de dynamiser cette discussion, ce débat institutionnel au niveau du Maroc pour pouvoir donner plus d'espace et de présence à toutes ces problématiques. Comme a dit Mme Youssoufi, on est encore loin de dire que les choses sont créées partout. Nous avons toujours quelques entreprises structurées qui essaient de jouer le rôle de locomotive pour tirer d'autres entreprises et les accompagner dans ce sens. Et ça, c'est la principale mission de la Commission et de la CGM. Mais nous avons aussi quelques secteurs là où la présence de la RSE était une nécessité opérationnelle. C'est-à-dire, à part l'impulsion d'un patron, des fois le business, c'est une nécessité de faire la RSE. Et peut-être même ces entreprises, ils faisaient de la RSE sans l'appeler RSE. Peut-être ils l'appelaient sous autre format, bon, par désinformation, par manque de formation des fois, c'était des actions philanthropiques, c'était pas des actions structurées, mais c'était de la responsabilité sociale. Peut-être les choses maintenant, grâce à l'appui de la CGM, grâce à l'appui de plusieurs acteurs, les choses commencent à prendre forme. Et j'ai vu par exemple l'exemple de la Côte d'Ivoire, le guide, même au niveau de la CGM, il y a une page
une adresse email qui est dédiée pour pouvoir donner les guides, tous les documents en termes de charte, etc. Un autre volet aussi, ça a été cité tout à l'heure, je ne vais pas trop revenir sur les détails. Des fois, la RSE aussi, c'est la création des opportunités, c'est la gestion des opportunités offertes. Parce que le développement durable, c'est d'abord l'économique, l'environnemental et le social. Dans la définition d'un projet, c'est souvent une opportunité de financement ou bien un besoin. Ce qui a été évoqué, par exemple, sur l'industrie minière, comme un exemple en termes de déchets, etc. Maintenant, c'est des opportunités économiques qu'on gère au niveau de notre entreprise. La valorisation de ces déchets, c'est des opportunités économiques. Donc, c'est des projets économiques, je dirais, verts. C'est des projets économiques qui sont beaucoup plus, à un impact très positif sur tout l'écosystème. Et ça, c'est de la RSE. L'ancrage de la RSE en termes de business model, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est sur la dimension économique, il faut que ce soit un axe transversal qui doit toucher toutes ces dimensions, tous ces volets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Kissami. Merci, Mme Youssoufine, pour ces précisions. Alors, moi, j'aimerais bien demander à M. Thierry Téné et M. Diabaté de nous dire un peu au niveau, donc on a eu l'exemple des industries avec les interventions de Mme Youssoufine et M. Kissami qui interviennent donc dans les industries lourdes, enfin qui travaillent dans le secteur des industries. Et je voulais voir un peu avec vous au niveau du secteur des services. Comment, évidemment, la RSE ne peut pas prendre la même, ne peut pas se traduire de la même manière. Les impacts, que ce soit écologiques, environnementaux, ça ne peut pas c'est pas les mêmes choses quand on est dans un secteur de services. Alors, par votre expérience, que ce soit au Mali ou dans les pays, M. Téné, où vous êtes intervenu, quand il s'agit des services, comment est-ce que ça peut se traduire concrètement? Merci pour la question. Avant peut-être de revenir à cette réponse sur la question sur les services, hein, la RSE des services donc, qui peuvent être. Alors, je ne sais pas si vous pensez à des services particuliers, peut-être 2-3 exemples pour que j'appuie ma réponse de manière spécifique sur un secteur particulier. Je ne sais pas quoi vous pensez. Non, c'est-à-dire que le secteur service, moi, on a certainement des participants qui, eux, exercent dans le secteur des services, dont l'activité est dans le secteur tertiaire. Comment est-ce que la RSE aussi peut être appliquée donc, dans le secteur tertiaire? Comment est-ce que, quelle forme cela peut prendre d'une manière globale, juste pour pouvoir balayer l'ensemble des services, puisqu'on a eu l'exemple de l'industrie, etc. Ce serait bon qu'on ait des exemples aussi au niveau du secteur tertiaire. Okay. Permettez-moi de revenir sur la question de M. Ouattara, qui est essentielle. C'est la question des fondations. J'ai bien noté ce que Ted a dit. Mais il y a eu un abus des fondations, du positionnement de la fondation comme outil de RSE en Afrique. Et justement, les entreprises, y compris les filiales de multinationales, jouent là-dessus. Je tiens à rappeler qu'une fondation c'est une organisation juridique différente de l'entreprise. Une organisation juridique différente. Même si c'est l'entreprise qui contribue d'ailleurs à créer la fondation et à alimenter pour qu'elle mène des projets sociaux. Je suis moi-même en train de faire l'audit dans une entreprise où, quand on dit RSE, on me sort la fondation. D'ailleurs, le challenge de ma mission serait de dissocier ce que peut faire la fondation, et d'ailleurs même que la fondation doit avoir elle-même sa propre stratégie RSE. Le but n'est pas de mener des infrastructures sociaux, encore faut-il que l'impact de cela soit positif à court et moyen long terme. Je prends un exemple. Si vous construisez une école quelque part, vous venez faire des photos avec des journalistes, et très bien, on a fait une très belle école quelque part, et que derrière, ça ne répondait pas à un besoin, c'est clair qu'on passe à côté de la plaque. Ou comme me disait encore un directeur de l'entreprise où il fait l'audit, qui dit, mais on va construire un hôpital ou bien on va construire une infrastructure quelque part, peut-être, je veux dire n'importe quoi, une école encore, alors que pour les besoins des populations, c'est la priorité d'avoir un pont. On aménage peut-être le pont, parce qu'une fois qu'il y a le pont, ils peuvent évacuer leurs produits agricoles et donc payer facilement l'école. Donc, je peux dire que la fondation elle-même doit avoir sa stratégie RSE en termes de comment sont sélectionnés les projets et la durabilité des projets. Par là, ça peut être les enjeux RSE d'une fondation. Maintenant, vous avez des entreprises, quand on les parle RSE, elles ressortent les actions sociales menées par leur fondation. Et c'est là où on a un grand abus, et particulièrement en Afrique, puisque les entreprises jouent dans des pays où on sait que le besoin social est important.
Thierry Ténin, je suis toujours mal à l'aise quand je dis, mais si vous construisez une école et que vous polluez, ou si vous faites des puits d'eau et que vous polluez en amont, quelle est la valeur ajoutée? Mais on va dire, monsieur Téné, bon, vous parlez de ça parce que vous n'avez pas de problème d'accès à l'eau, etc. Parce que les infrastructures, le besoin en infrastructures sociales est très fort. Donc, on a un abus du positionnement de la RSE. On a bien dit dans la définition, c'est dans le business model. Et donc, dans chaque secteur d'activité, prenons le secteur des mines. J'ai travaillé sur les mines en RDC, je vais en continuer, mais se pose aussi la question du partage de la valeur, de la transformation sur place des produits. Prenons le secteur agricole en Côte d'Ivoire, vous connaissez très bien, avec le cacao. Est-ce que des entreprises, j'étais récemment là pour une formation aussi à Boaké, pour une entreprise du coton, mais est-ce qu'on dit, on fait le coton comme le cacao, on exporte? Si on fait la RSE, elle a parlé tout à l'heure, Madame Youssoufine, de la valeur partagée de Michael Porter, lui qui a développé le concept. Mais la valeur partagée, c'est quoi? C'est que les Ivoiriens exportent des tablettes de chocolat qui ont une grosse valeur ajoutée et n'exportent pas les fèves de chocolat qui ont beaucoup moins de valeur ajoutée. C'est ça quand on commence à rentrer dans cette dynamique de RSE. Et donc, c'est pour ça que quand on sort la partie fondation, ben oui, on met des actions sociales, et c'est parfois même d'ailleurs que ces actions sociales-là, dans les législations des pays, quand on met des actions sociales, il y a des abattements fiscaux. C'est-à-dire qu'on donne l'argent à la fondation, qui mène des actions, mais en fait, on a encore des abattements fiscaux là-dessus, ce qui est très bien. Donc, je tenais vraiment à appuyer encore ce côté des fondations qu'on doit réussir en tant que partie prenante africaine à dissocier, à dire la RSE, c'est d'abord le business model de l'entreprise. Et ensuite, oui, dans ce que je nomme pour vous, par exemple, si on fait des ODD, si vous avez une entreprise de télécom, c'est clair que faire des écoles, c'est très bien, mais les écoles digitales, comment vous accompagner sur l'ODD 4 ou sur l'éducation, oui, la fondation peut jouer, mais on vous attend d'abord sur la stratégie numérique, d'ailleurs, en tant qu'acteur numérique, comment, dans la chaîne de valeur, vous payez peut-être vos fournisseurs à temps. Et ça sont des éléments, on a parlé des délais de paiement, qui sont des éléments centraux dans nos contextes. Parler de la question de l'entrepreneuriat des jeunes. Donc là, vraiment, je dis ça pour qu'on puisse nuancer l'apport de la fondation qui, encore une fois, je le rappelle, est toujours important dans nos pays parce qu'on a des besoins sociaux très importants. Maintenant, pourquoi la dynamique RSE? Et le Maroc, aujourd'hui, est un très bon exemple. Quand j'ai organisé avec le forum des pionniers de la RSE en 2011, on a fait d'abord le Cameroun, ensuite on allait en Tunisie, on s'est baladé dans quelques pays africains. Le Maroc était le pays à l'honneur avec le label CGM. Et aujourd'hui, quand vous me dites dynamique RSE, là, ça a été rappelé par Mme Joséphine, 130 entreprises qui ont le label, c'est certes important, mais si on met ça dans l'écosystème marocain du nombre d'entreprises, ça représente, je ne sais pas, 0, ils vont me donner des chiffres, là, 0, combien de pourcents. Donc, ça nécessite, donc le Maroc, pour moi, il y a quelques années, était très important. Je vois aussi les initiatives de l'agence marocaine des marchés des capitaux, même si la bourse de Casablanca, j'ai vu, je pense, 25 à 30 entreprises à peu près qui sont cotées. Donc là aussi, l'impact sera moins tout l'intérêt des politiques publiques. Ensuite, quand on parle de l'intérêt de la RSE, Mme Youssoufine a rappelé les parties prenantes, d'ailleurs même Mohamed l'a aussi fait, ça consolide le bien-être en entreprise, ça motive les salariés, la partie client qu'on oublie, si vous respectez, parce que la RSE c'est quoi pour les clients? Suivi qualité, réponse aux besoins. En Côte d'Ivoire comme au Cameroun, vous entrez dans une banque, on parlait du service tertiaire, du secteur tertiaire, vous entrez dans une banque, bon, il y a l'attente qui est longue, enfin, on ne vous traite pas comme il faut, alors que la partie client est un enjeu essentiel de la RSE. Mais je voulais relever un autre, qui est dans le titre de la conférence que vous avez évoqué, que vous avez soumis, c'est la question de la gouvernance. Je vais vous prendre un exemple pour illustrer. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, comme le Cameroun, comme dans une moindre mesure le Maroc, quand ils partent chercher l'argent sur le marché des capitaux, on paye beaucoup plus cher. La France, là, avec le Covid, elle fait des prêts quasiment à taux zéro, au moindre. Pourquoi? Parce qu'en matière de gouvernance, la France est très bien notée. Très bien notée. Or, quand vous êtes bien noté par les agences, mais vous prêtez de l'argent à des taux très faibles. Madame la modératrice, docteur, vous vous rendez compte de combien on peut gagner en ayant une bonne gouvernance et donc en attirant beaucoup d'investisseurs? Là, je parle de l'échelle de l'État, mais c'est pareil pour les entreprises. Je suis en train de réaliser actuellement les baromètres RSE pour 4-5 pays. Mais pour accéder à l'information, là, j'ai écrit au Sénégal, à l'Institut national de la statistique, on me dit de payer 1 000 € pour avoir la liste
de 200 plus grosses entreprises au Sénégal. Je suis aussi en train de voir là pour la Côte d'Ivoire, où est-ce que je peux avoir rien que la liste des entreprises, les informations sur elles. Mais si je dois faire comme ça une due diligence pour un investisseur, vous savez le coût que je vais facturer pour dire telle entreprise est sérieuse, etc. Mais du coup, ce coût-là va être répercuté dans le taux de prêt, ça va rentrer dans le processus de financement. Je dis ça, vous parlez du secteur tertiaire. Je dis ça pour qu'on mesure l'impact de cette dynamique. Pareil, j'ai fait l'interview dans le cadre du magazine dirigeant de la patronne RSE, pour la partie de la patronne RSE de Société Générale. Mais l'indicateur féminisation, par exemple, de l'entreprise, c'est un bon indicateur même pour les investisseurs. Parce que plus le conseil, le top management est féminisé, plus ce sont les leviers qui disent l'entreprise est un peu plus ouverte et plus vous pouvez avoir des prêts à des taux plus intéressants. Et vous voyez comment vous optimisez le fonctionnement. Donc, je dis ça pour qu'on mette la RSE à un cran un peu supérieur là. Parce qu'on dit RSE, oui, des actions plus ou moins importantes pour les communautés. Aujourd'hui, ce sont des questions de stratégie, comme a rappelé d'autres. C'est des questions de transformation du business model. Là. Donc, et ça, il faut qu'on mesure qu'en Afrique, oui, il y a des leviers importants pour aller loin dans la RSE, et puis ça permet de sécuriser les investissements, ça permet d'avoir un très bon rapport avec les parties prenantes, et ça permet aussi de se projeter dans le moyen long terme. C'est ça l'importance de cette notion. Alors, les secteurs, je peux prendre le secteur de la banque pour finir, pour ne pas être trop long, pour laisser les autres développer. Aujourd'hui, par exemple, le secteur bancaire, il y a tout ce qui est lié au principe de l'équateur. On va vous dire, pour tout investissement supérieur à 10 millions de dollars, vous devez intégrer les critères ESG. D'ailleurs, nous, on ne l'a pas assez dit, que les leviers pour la RSE, ce sont les investisseurs. Aujourd'hui, énormément d'investisseurs sont en train, effectivement, de pousser à ce que leurs investissements soient plus sécurisés. Et qui dit sécurisé dit engagement RSE, parce que la RSE permet de réduire les risques. Vous dialoguez plus avec les parties prenantes, vous êtes à l'écoute sur les parties prenantes internes comme les salariés. On va rapidement enchaîner peut-être sur le troisième point. Il pourra toujours nous reprendre et terminer son propos. Merci en tout cas pour tous ces exemples que ce soit des données du Maroc, des exemples de la Côte d'Ivoire. Et justement, on va enchaîner donc sur le troisième volet qui est fort important, surtout si on a des chefs d'entreprise avec nous, qui est celui de qu'est-ce qu'apporte la RSE? Quels sont les apports de la RSE? Je suis chef d'entreprise, je vous ai écouté, je suis séduit par le discours, je suis intéressée, mais bon, concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter de m'inscrire dans une démarche RSE, de m'approprier les concepts de la RSE? Quels sont les bénéfices éventuellement que je peux attendre d'une démarche RSE? Quels sont les gains? Quel type de gains aussi, parce qu'il y a différents types de gains. Le gain, il n'est pas que financier. Quels peuvent être les différents types de gains potentiels qu'on peut donc attendre d'une démarche RSE? Je pense que c'est un point important parce qu'on s'adresse quand même à soit des entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise. Et ce serait intéressant d'avoir un peu cette vision de se dire que la RSE, ce n'est pas qu'un coût. Mais il y a des avantages qu'on peut avoir. Donc, quels peuvent être ces avantages? Peut-être Mme Youssoufine? On a abordé différents points. Chacun des intervenants a parlé à la fois de sujets économiques et macroéconomiques, comme le disait M. Tédé tout à l'heure, sur la sécurisation des investissements pour des investisseurs externes, la bonne image en matière de compliance, de gouvernance, de gestion des risques. On a au quotidien, effectivement, et je parle de ce que je connais, dans les entreprises, une capacité à mieux mobiliser les collaborateurs globalement et à faire en sorte que les gens aient le sentiment de travailler dans une entreprise dont ils peuvent être fiers et dont ils peuvent parler. Et c'est extrêmement important dans notre vie de tous les jours. Ça donne du sens à ce qu'on fait. Pourquoi on se lève le matin et on va travailler. Et ensuite, on a parlé de manière assez brève de ce qu'on appelle les parties prenantes. Et c'est très important. Ce qu'on appelle les parties prenantes, c'est des hommes et des femmes, et des enfants et des gens tout autour de nous. Et il y a dedans des autorités, des associations, des personnes publiques, des individus. Et la relation avec toutes ces personnes-là est compliquée. Et c'est pour ça qu'il faut, le rôle des entreprises, qu'elles soient grandes ou petites, c'est également aider la société civile à se structurer.
Parce que si on veut discuter et qu'on veut avancer la main dans la main et créer de la valeur partagée, il faut avoir des correspondants. On ne peut pas, par exemple, parler avec un village entier. Il faut forcément des représentants. Les représentants, il faut que ce soit des gens raisonnables, pertinents, qui réfléchissent au bien de la communauté, pas à leur bien individuel, et qui réfléchissent dans une vision d'avenir pour tout le monde. Et cette discussion-là, c'est ça qui crée l'évolution de l'ensemble des parties, de l'entreprise comme de ses interlocuteurs. Et dans l'exemple que je connais moi pour la Lafarge Holcim Maroc, nous revenons en 10 ans de quelque chose où on était dans une réaction réactive, c'est-à-dire qu'on avait 80% d'actions réactives, où quelqu'un tapait à la porte et disait « je voudrais, j'ai besoin », etc., à quelque chose qui s'est structuré dans le temps, où nous avons choisi nos combats. C'est pour ça qu'on n'a que 4 axes et pas tous les trucs, et où on est sur 80% d'actions proactives, c'est-à-dire discuter avec les parties prenantes, où on s'est mis d'accord sur c'est quoi le plus important et le plus urgent pour la communauté, et comment on va le faire et comment on le fait dans le temps. Et c'est ça l'évolution. Et c'est ça qui crée ce lien-là de durée et de confiance. Et la confiance, c'est quelque chose qui s'installe quand les choses vont bien, pas quand elles vont mal. Et c'est valable, Monsieur Ténier le disait, on peut déminer des grèves comme ça parce qu'il y a de l'écoute, de la discussion, de la réflexion et la volonté d'avancer. C'est valable aussi avec les parties prenantes, on évite les mouvements sociaux, comment dirais-je, les manifestations devant les usines, etc. Puisque les gens sont à la recherche de quoi? Ils sont à la recherche d'une vie meilleure, d'avoir les moyens de vivre, de faire des enfants, d'avoir un toit sur leur tête, d'envoyer leurs enfants à l'école, de gagner leur vie, d'être autonomes. Les gens n'attendent pas de la charité. Ils attendent qu'on les aide à devenir indépendants et à être fiers de travailler tous les matins et d'avoir une contribution globale. Et c'est pour ça que quand on arrive à la retraite, souvent les gens ont beaucoup de mal parce que tout à coup, ils ont le sentiment de ne plus servir à quelque chose. Et ça, c'est très important à créer dans les relations que l'on a avec les parties prenantes. C'est cette prise en compte de ce besoin humain important d'avoir du sens dans sa vie et d'être autonome et d'être maître de sa vie. Merci beaucoup, Mme Youssefine. C'est très clair, les gains en termes de mobilisation des collaborateurs, les gains en termes des climats apaisés. Climat apaisé avec les communautés, avec l'environnement, et donc qui permet d'éviter tout ce qui peut être tension sociale, grève, manifestations, etc. Merci beaucoup. Peut-être, M. Kissami, vous avez au niveau, que ce soit au niveau de Managem, quels sont les gains, par exemple, qu'a eu Managem ou à Managem grâce à cette politique de développement durable? Moi, je pense que pour répondre concrètement à la question sur les gains de la RSE, je pense que les 90 années d'existence et de présence, parce que quand même le groupe il est créé depuis 1930, ça a toujours créé un cumul de relations de confiance avec toutes les parties prenantes. Et j'imagine même que ces bonnes relations et la démarche qui a été entreprise vu la spécificité du secteur, vu le caractère responsable de tous les investissements qui ont été déployés, je pense que le retour a toujours été positif sur l'entreprise et tous les acteurs autour de l'écosystème, dans l'écosystème de l'entreprise. Tout le monde a parlé tout à l'heure des intervenants, ils ont évoqué un peu les parties prenantes. Une démarche de responsabilité sociale ancrée dans le business de l'entreprise et touchant toutes les dimensions, je ne parle pas seulement de la dimension sociale ou RH, c'est-à-dire de façon isolée, mais plutôt une dimension, bien une démarche, je dirais, assez exhaustive qui pourrait un peu répondre à tous ces axes. Elle va établir des très bonnes relations avec chaque partie prenante, avec des actionnaires, avec des investisseurs qui vont donner plus d'opportunités de financement, comme ça a été dit par M. Téné, pour pouvoir réaliser des projets structurants et projets encore beaucoup plus importants, avec des fournisseurs pour pouvoir établir des relations de confiance avec les fournisseurs, les clients, les collaborateurs, les riverains, c'est-à-dire sur tous ces axes. Mais le plus grand retour positif, c'est qu'il faut comprendre, c'est que la RSE aussi, il est devenu une opportunité de création de valeur aussi, avec ses parties prenantes. Ce n'est pas seulement des programmes qu'on pourrait mettre en place et de réaliser sous l'angle, comme ça a été dit, des fois d'images, etc., mais ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Sortons un peu du cas de manager ou bien de notre secteur. Si on revient au secteur des services de façon globale,
La stratégie de l'entreprise, elle est axée sur le client. C'est tout à fait normal qu'elle doit adapter sa politique de RSE en fonction de sa stratégie économique. On ne peut pas s'attarder sur des stratégies RSE qui sont loin de la stratégie économique et du besoin, je dirais, du modèle économique de l'entreprise et lui demander d'investir sur des domaines qui, pour elle, ne sont pas stratégiques. Si on est dans cette piste, ça veut dire qu'on est en train de demander à l'entreprise de substituer un rôle qui n'est pas le sien. C'est-à-dire c'est le rôle de l'État et le rôle des autres acteurs, et c'est là où on avait parlé tout à l'heure, de la responsabilité. Les gains de la RSE pour moi, pour les entreprises, c'est de très bonnes relations, c'est la consolidation des relations de confiance avec toutes ces parties prenantes. C'est un retour d'investissement qui n'est pas sur court terme, peut-être à moyen terme et long terme. D'ailleurs, c'est ce qui bloque un peu les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes structures économiques à s'investir dans cette démarche parce qu'elles considèrent toujours que c'est coûteux, que ça nécessite un coût, alors que réellement, c'est un investissement et le retour d'investissement, il est beaucoup plus pertinent. Et je terminerai par un autre volet, c'est que les gains de la RSE, c'est au niveau de au niveau macro, au niveau de tout le système, c'est-à-dire quelle que soit la nature des actes. La responsabilité sociale des organisations, c'est la meilleure réponse pour faire face à des crises des fois qui viennent comme ça de façon soudaine. Et le grand exemple, c'est la crise de Covid-19. La crise sanitaire, elle a démontré encore une fois que la responsabilité sociétale des organisations, je ne parle pas seulement des entreprises du secteur privé, serait la meilleure réponse pour faire face et ancrer l'esprit de solidarité, je dirais, au sein des pays et même interpays au niveau de notre continent africain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Kissami, Madame Youssoufi, pour ces précisions. Alors, on a deux intervenants qui posent des questions, donc je vais lire leurs questions rapidement. Je voudrais savoir comment, dans une entreprise d'individuel, alors, c'est monsieur Agrès Sambé qui pose une question pour rentrer en contact avec monsieur Téné. Je pense qu'on vous donnera les contacts de chacun des intervenants, notamment celui de monsieur Téné. Et donc, monsieur Agrès Sambé, monsieur Téné prendra attache avec vous. En fait, il demandait comment est-ce qu'il peut être accompagné par votre institut pour une démarche RSE. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui? Oui, je voulais intervenir là, on m'a oublié. Monsieur Diabaté, non, pas du tout. Donc, je pose des questions, comme ça, vous allez pouvoir intervenir également. Et il y a une deuxième question de monsieur Ouattara qui demande, en fait, qui dit, on peut dire que la RSE, c'est un peu une assurance qualité. Alors, justement, monsieur Diabaté, la RSE, est-ce une assurance qualité? Mais avant de répondre à cette question, il y a 3 points sur lesquels je vais intervenir. Vous m'entendez, non? Oui, allez-y, on vous entend. Bon. On a parlé beaucoup de fondation. La fondation est une stratégie mise en place par les entreprises pour contourner la RSE. Un exemple simple, vous payez une carte de crédit pour alimenter votre téléphone, vous grattez, le petit papier qui vous reste, vous jetez. Donc ça, ce n'est pas la fondation qui va gérer ça, c'est la RSE qui va gérer ça. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, dans mon introduction, j'ai parlé de la définition de l'entreprise. J'ai dit, en parlant de l'entreprise, on parle que c'est les entreprises industrielles ou commerciales. Ça, c'est périmétrer le sujet. L'entreprise, c'est une association de 2 personnes au moins qui atteint un objectif. Maintenant, le point suivant sur lequel vous avez posé la question par rapport au secteur agro-pastoral, etc. Mais tout ceci font partie des entreprises. C'est pour ça qu'on a tendance à changer entreprise. On veut mettre à la place de l'entreprise, l'organisation, c'est encore beaucoup plus vaste. Mais la question fondamentale, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a une soupe dans une mer. Le problème de RSE n'est pas inscrit dans la dynamique de nos pays africains. Ça va aller tout doucement. Il y a 2 parties prenantes intéressantes. La première partie intéressante, c'est l'État. L'État, c'est ce que c'est que la RSE. C'est à ce niveau qu'on doit impulser une dynamique de changement en votant les lois. Maintenant, les autres parties prenantes, les entreprises, les organisations, les ONG, ça doit faire l'objet de beaucoup de communication pour les intégrer dans le concept de la RSE. Regardez par exemple la France. On a voté une loi, la loi Grenelle 2. Grenelle 2, ça concerne l'environnement. Donc, c'est les petites poches qu'on prend dans la RSE et qu'on essaie de le ressortir. Donc, il ne faut pas prendre la RSE brutalement pour vouloir l'injecter tout de suite et le faire consommer par la population. Il faut aller doucement, il faut informer la population, il faut informer les parties prenantes
Mais au même moment, on est en train de bousculer l'État pour que l'État procède à un changement de fond. Parce que c'est l'État qui est la partie prenante la plus intéressante dans cette histoire. L'État est au début, l'État est au milieu, l'État à la fin. Le troisième point sur lequel je voulais intervenir, pourquoi on a quitté le concept social et arrivé au sociétal? C'était la responsabilité sociale des entreprises. Après, on a dit la responsabilité sociétale des entreprises. Simplement parce que la dynamique, la stratégie de l'entreprise se prenait à l'intérieur de l'entreprise. Et maintenant, les entreprises ont compris qu'il y a des parties prenantes intéressantes, qu'il faut prendre leur point de vue et l'intégrer dans la stratégie. Donc, de l'intérieur, on a quitté le bureau et on est allé à l'extérieur pour aller rencontrer ces parties prenantes. Ça veut dire que les clients, c'est pour revenir à la notion de client, les clients de l'entreprise, ce sont eux qui sont les parties prenantes. Il faut prendre en compte leurs préoccupations. Leurs préoccupations, l'entreprise a des engagements vis-à-vis de la société et de la communauté, et la communauté aussi a aussi des engagements vis-à-vis de la société. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, à ce niveau, il faut beaucoup faire attention. Pour le moment, on est en train de travailler sur le concept de la RSE, ne serait-ce que par ce webinaire que je salue très bien. Mais au-delà, il faut être beaucoup plus stratégique. Il ne faut pas essayer de forcer les choses. Il faut aller tout doucement. Il faut bousculer l'État, mais il faut informer la population, les parties prenantes qui s'intègrent dans la dynamique de la RSE. Et la fondation et la RSE, ce n'est pas pareil, c'est tout à fait différent. Bon, maintenant, les entreprises ont créé la fondation pour essayer de contourner la RSE. Ça, c'est tout le temps qu'il y a une loi qui veut faire surface ou qui veut apparaître. Maintenant, les entreprises sont là pour se préparer et trouver la solution pour continuer la loi. Donc, voilà en gros ce que je voulais dire par là. Il y a un outil de mesure d'évaluation de la RSE qu'on appelle le Global Reporting Initiative G4. Et aujourd'hui, cet outil, maintenant, on ne demande plus à une entreprise de faire l'évaluation RSE. On lui pose des questions et il y a plus de 360 questions. Et quand tu mens dans une seule question, le système est bloqué. Donc, vous voyez jusqu'à quel point on est en train d'avancer. Donc, aujourd'hui, il faut faire beaucoup attention. Cet outil, maintenant, on va le gérer, on va le mettre en place, on va le gérer. Ça, c'est avec l'État. Maintenant, avec les parties prenantes, il faut que ces gens viennent à la RSE. Il faut que ces gens soient informés des enjeux et avantages de la RSE. Et c'est comme ça qu'ensemble, nous pouvons faire chemin. Merci, voilà. M. Diabaté. Alors, j'avais une question pour M. Azuma, qui reprend un peu dans ce que M. Ouattara, un des participants, demande. Est-ce que la RSE est une assurance qualité? C'est un gage de qualité, la RSE? Bon, je vous parle cette fois-ci en qualité d'assureur. Je suis assureur en même temps. Donc, j'ai un cabinet d'assurance. La RSE, au fait, ne constitue pas en tant que tel une assurance qualité, mais ça peut être un gage d'assurance qualité au stade où nous sommes. Mais il faut attendre très longtemps. Il faut attendre très longtemps pour que la RSE soit... On vous entend un peu mal, monsieur Diabaté. Monsieur Azuma, on va le temps que... Oui, alors, assurance qualité, je pense que là, il faut mettre en place le système qualité pour avoir une bonne RSE. Mais en même temps, une RSE peut être un outil donc de restructuration ou de bonne structuration de l'entreprise. Donc, je dirais plutôt assurance pérennité. Assurance pérennité dans ce sens que l'entreprise, si elle a des structures internes, des organes internes bien structurés, qui sont tendus vers la qualité, elle garantit sa pérennité dans le temps. Donc, je dirais plutôt assurance pérennité. Maintenant, pour répondre au troisième point qui nous intéresse, quels sont les bénéfices de la RSE? On peut se situer à deux niveaux. Le premier niveau, certains intervenants l'ont déjà dit, c'est l'intérêt général. Et sur ce point, c'est la question de l'environnement économique, l'environnement de travail. Vous voyez, je soulignais tout à l'heure la question
de la gouvernance des biens communs. L'eau, les ressources naturelles, l'air et tout, si elles ne sont pas bien gérées, elles s'amenuisent et elles conduisent. Il y a un rapport de l'UNESCO, je crois, qui est sorti il y a 3 semaines, qui montre la corrélation entre la disponibilité de l'eau et les questions de sécurité. Or, l'entreprise a besoin de travailler dans un environnement interne, paisible, comme Mme Youssoufine l'a dit, mais dans un environnement général également paisible. Donc ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième intérêt se situe au niveau de la profitabilité de l'entreprise elle-même. Vous avez une entreprise, par exemple, agro-pastorale, qui travaille dans le domaine de l'agriculture, mais si vous dégradez la forêt, vous dérangez donc le cycle écologique qui vous permet d'avoir la pluie pour hydrater vos plants. Donc, il est plus intéressant pour vous, même si vous le mettez sous le couvert de la RSE, de faire de l'agroforesterie en garantissant une meilleure protection des forêts, qui va garantir une meilleure disponibilité des ressources aquatiques dont vous avez besoin et une meilleure préservation de l'écosystème dont vos plantes ont besoin. Si vous faites du cacao, vous faites de l'EVA, vous faites du palmier à huile, vous faites du coton, vous faites de l'anacarde, toutes ces plantes évoluent dans un écosystème qui, si cet écosystème est dérangé, vos productions vont baisser et votre profitabilité va baisser également. L'un des intervenants parlait tout à l'heure de l'une des parties prenantes, pour moi qui est essentielle, c'est le capital humain, le personnel. J'ai l'exemple d'une entreprise qui était sur un site et qui n'avait pas pris en compte les pauses déjeuner, les pauses café du personnel. En sorte que le personnel était obligé, donc à la pause déjeuner, d'aller s'alimenter pas loin du site et les questions d'hygiène n'auraient pas été forcément prises en compte par les prestataires qui proposaient donc ces pauses déjeuner. Le médecin de l'entreprise avait considéré qu'il y avait une forte augmentation de repos maladie, voilà. Donc, ça influait sur le rendement du personnel et donc a proposé, et ça c'est un exemple concret, il existe en Côte d'Ivoire, a proposé que l'entreprise investisse dans la construction d'une cantine. Et ce qui a été fait. Et donc les résultats ont été pratiquement immédiats puisque déjà les heures de reprise du travail étaient beaucoup plus respectées parce que le travailleur n'était pas obligé donc de sortir, de revenir et tout. Ils avaient donc un meilleur temps de repos, mais surtout, ils avaient une meilleure alimentation. Donc, au final, c'est le dirigeant de l'entreprise, c'est l'entreprise qui gagne. Et c'est vrai, ce n'est pas des actions dont le résultat est perceptible tout de suite, ce n'est pas des guichets automatiques, mais le résultat est perceptible si on fait attention à bien collecter les besoins, à chercher les réponses qu'il faut et à mettre en place une méthode efficace d'exécution et d'évaluation de la politique. En dernier point, j'aimerais souligner pour dire que Thierry l'a dit tout à l'heure, mais un autre intervenant du Maroc l'a dit, on ne peut pas faire la RSE, surtout quand les États sont impliqués, tout seuls. Donc, il s'agit de faire des activités ou du moins de créer un cadre où les pays sont impliqués,
ou si c'est au plan national où les acteurs du pays sont impliqués. Donc, nous, au niveau de l'INATSI, par exemple, ce que nous faisons, c'est que quand nous travaillons avec des entreprises, nous essayons de les intéresser à des activités ou à des questions qui puissent apporter les changements au plan de l'économie nationale. Nous avons eu une interaction forte avec le gouvernement. Nous avons essayé d'introduire l'idée qu'il fallait des administrateurs indépendants. Heureusement, la nouvelle loi sur les sociétés d'État introduit l'exigence d'avoir dans les conseils d'administrateurs un administrateur indépendant. Si c'est une victoire que nous avons eue, notre prochain cheval de bataille, c'est de faire en sorte que les entreprises publiques aient des plans RSE et des revues RSE, c'est des rapports, des reporting RSE. Mais on ne peut pas le faire seulement au plan de la Côte d'Ivoire. Monsieur Diabaté ne le sait peut-être pas, mais l'INATSI a heureusement coaché le Mali à mettre en place un institut des administrateurs. Donc, depuis le 30 mars de cette année, l'Institut malien des administrateurs de société existe. Donc, nous allons entrer en interaction, en collaboration étroite avec cet institut. Et ce que nous entendons faire, c'est d'étendre cette pratique dans tout l'espace UEMOA, en sorte que nous puissions nous auto-soutenir et échanger les bonnes pratiques. En dernier point, l'INATSI a été contacté par une organisation qui fait la promotion de l'acte uniforme OHADA, qui essaie de vulgariser. Et l'idée, c'était de nous demander de faire un plaidoyer en sorte que la RSE, le point précis de la RSE, soit introduit dans le code OHADA. Donc ça, c'est encore un autre outil. Et si nous réussissons à le faire, ça va obliger donc les entreprises à faire de la RSE, mais à bien faire de la RSE. Donc, en sorte qu'elles pourront donc trouver tous les bénéfices de la RSE et ce sera tout à leur profit. Donc, voilà un peu les derniers développements que je pouvais proposer sur la dernière question. Quels sont les intérêts de la RSE? C'est un intérêt général, mais c'est également un intérêt spécifique pour l'entreprise au niveau de la pérennité et de la profitabilité. Merci, M. Azouma. Ça va nous permettre, merci à chacun pour votre intervention. Pour se résumer, parce qu'on arrive au terme donc, de ces 2 heures qui finalement sont passées très vite parce qu'on avait des intervenants de qualité qui nous ont permis de nous éclairer sur cette thématique. Alors, pour se résumer très rapidement, j'espère que j'ai bien compris, hein, donc je vais vous dire, la RSE, c'est à la fois, en termes de traduction, ça doit être pris en compte comme un business, dans le business model qui doit être ancré dans l'activité. C'est une valeur partagée avec les parties prenantes et les communautés. C'est également un outil d'évaluation et de gestion des risques. Et c'est un programme, c'est la création de programmes en faveur de la sécurité sanitaire, de l'éducation, de l'employabilité, de l'environnement, etc. Et de tous les thèmes en fait, qui peuvent graviter autour de l'entreprise. C'est une capacité de l'entreprise à se développer économiquement et à soutenir le développement local. En termes de gains, ils sont nombreux les gains de la RSE qui sont attendus de la RSE ou qu'on peut tirer de la RSE. On a eu des exemples concrets venant du Maroc, venant de la Côte d'Ivoire et du Mali. C'est par exemple une relation de confiance avec les parties prenantes, une plus grande relation de confiance avec les parties prenantes. C'est un climat apaisé et une amélioration des conditions de vie. Et ça, ce n'est pas négligeable, notamment pour des entreprises et pour les grandes industries. Et ça permet de mobiliser aussi en interne les collaborateurs. C'est un outil donc, qui permet à chacun des collaborateurs de s'impliquer dans l'activité,
La RSE permet aussi d'anticiper les actions à mettre en œuvre pour prévenir de futures crises. Et on a eu l'exemple, M. Kisami nous a bien montré avec l'exemple avec la crise de la COVID-19, comment est-ce que la RSE a permis de faire face à cette crise que nous connaissons toujours. Et c'est évidemment une plus grande profitabilité de l'entreprise parce qu'il y a des gains, que ce soit des gains en termes de, financiers même, puisqu'en termes de conquête des marchés, en termes d'accès à certains marchés publics, on ne l'a peut-être pas souligné, mais effectivement, pour certains marchés publics, ça a une certaine conditionnalité parfois. Donc, il y a aussi un gain en termes de profit même pour l'entreprise. Pour ne pas prendre plus de temps, je vais remercier l'ensemble des intervenants. Merci beaucoup, Madame Youssoufine, Monsieur Kisami, Monsieur Téné, Monsieur Azuma, Monsieur Diabaté. Merci de nous avoir éclairés. Merci de nous avoir partagé votre pratique au quotidien de la RSE. Nous ne souhaitons pas en rester là. Nous ne souhaitons pas en rester là parce que c'est une thématique qui est tellement importante et tellement intéressante. Et on a vu que c'est une thématique qui d'avenir, enfin même pas d'avenir, d'aujourd'hui, parce que quand on voit des exemples comme le Maroc qui aujourd'hui ont pris des textes qui obligent, qui demandent à certaines entreprises d'avoir donc des rapports RSE en emboîtant le pas des autres pays. Donc évidemment, ça va arriver dans les autres pays. On a l'exemple du Cameroun avec cette loi RSE qui est en train de se mettre en place. En Côte d'Ivoire aussi, il y a des choses qui se mettent en place. Donc, nous ne voulons pas en rester là juste avec ce webinaire. Nous souhaitons mettre en place, donc c'est une réflexion que nous allons mener, mettre en place une plateforme RSE au niveau continental qui va nous permettre à chacun des pays, puisque aujourd'hui, dans ce webinaire, on a eu l'Afrique du Nord, on a eu l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, donc on était vraiment particulièrement, tous les pays étaient bien représentés, même au niveau des participants, puisqu'on a même un participant de Madagascar, etc. Donc, vraiment, nous sommes ravis. Et donc, vous proposez la mise en place d'une plateforme RSE sur laquelle nous allons travailler avec l'INATSI, avec Made in Africa et l'ensemble des intervenants de ce matin. Et vous donnez rendez-vous très bientôt, d'ici 2 ou 3 mois, lorsque cette plateforme aura avancé et les réflexions auront bien abouti, vous présentez cette plateforme. Donc, rendez-vous très bientôt dans un prochain webinaire pour pouvoir vous présenter cette plateforme et aller encore plus en profondeur sur la RSE et surtout devenir concret dans la pratique de la RSE. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si Yann, vous voulez ajouter un petit mot ou écoutez, je voudrais surtout vous remercier pour cette modération et à tous les participants. C'était passionnant. C'est en effet très dur de conclure. Au contraire, c'est une ouverture, comme vous l'avez fait. C'est évident que l'avenir de la société africaine passe par des entreprises fortes et par une société qui relève ses enjeux. Et donc, c'est monté un pari, comme l'a dit Mme Youssoufine, une relation win-win entre l'entreprise et la société. Et c'est ce que montre le RSE. Et c'est aussi, j'ai envie de dire, qu'il y a un changement de paradigme. On a entendu souvent, à bon escient, ou trop souvent, qu'il fallait aider l'Afrique dans son développement, dans l'éducation, dans sa jeunesse, dans ses enjeux. Mais également, comme l'a dit Mme Youssoufine, je pense que les gens n'attendent pas de la charité et qu'au contraire, il faut investir dans son développement, investir dans ses enjeux. Parce que quand on investit, on attend de l'impact, on attend du retour sur investissement, on a entendu le mot de création de valeur, on attend tout cela. Et c'est ce que prône la RSE. Donc, c'est formidable d'avoir aujourd'hui pu entendre toutes ces initiatives, toutes ces expertises qui montrent que les entreprises africaines ont des outils pour pouvoir investir en Afrique, dans son avenir, de manière extrêmement structurante, de manière extrêmement même complexe, et que ça nécessite de se fixer des objectifs ambitieux. Et il ne faut pas être timide là-dessus. Donc, écoutez, moi, vous pouvez compter sur Praxis pour accompagner cette plateforme autant que nécessaire. On sera à votre écoute. Vous l'avez démontré aujourd'hui. Vous avez les connaissances, les réponses.
Donc, on sera à votre écoute pour investir ensemble dans ces grands projets. Donc, une fois de plus, chère modératrice, merci beaucoup, chers participants. C'était vraiment très, très enrichissant. Ça donne envie de se revoir très, très vite, tous ensemble. À bientôt. Au revoir. Au revoir.